Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast NeuroView. Aujourd'hui, on se retrouve sur un hors-série sur les psychédéliques. On est accompagné par les invités Romain Haquet, qui est juste à ma gauche, et en face de moi, Paul Rochefort. Merci d'avoir accepté l'invitation et je vais vous laisser vous présenter en quelques minutes. Vas-y. Bon, moi du coup, c'est Paul Rochefort. Merci beaucoup de l'invitation, Benjamin. C'est un plaisir de participer à ce podcast. Et donc moi, je suis interne en psychiatrie à Toulouse. Et donc je réalise une thèse sur l'usage thérapeutique des psychédéliques dans la population générale, donc hors cadre médical, qu'une étude qualitative. Ok, Et là, actuellement, je fais un stage de master de neurosciences dans une équipe qui travaille au Grau-du-Roi, qui dépend du CHU de Nîmes, sur les thérapies psychédéliques, donc sur l'usage de la psilocybine dans l'alcoolisme et la dépression. ok, super. Voilà. On reviendra sur chaque terme qui a été employé par Tout à Paul fait, sur ouais. cette thèse et sur son stage actuel en neurosciences. Et Romain Haquet, pourrais-tu te présenter s'il te plaît? Oui, donc moi j'ai fait d'abord un cursus en pharmacie. Je suis actuellement interne en pharmacie. Et au cours de cet internat en pharmacie, je fais une thèse en neuropsychopharmacologie et j'étudie l'efficacité de deux psychédéliques, la DMT ou diméthyltryptamine et la 5-méthoxy-DMT. J'étudie leur efficacité dans le traitement des troubles anxio-dépressifs et j'étudie l'influence du contexte d'administration chez des souris. Voilà, et en vue après de développer un usage en clinique à l'hôpital. Ok, super intéressant. Donc, on va commencer à partir sur les explications un petit peu de c'est quoi les psychédéliques. Déjà, pour vous, selon votre expérience, euh, quel est le, alors, est-ce, quelle est la définition de ce que c'est un psychédélique de façon assez vulgarisée? Je pense qu'il y a plusieurs définitions et c'est difficile à définir. Il y a une définition, on va dire, étymologique qui est un terme assez récent en fait, qui a été créé, il me semble, dans les années 50 par le psychiatre Humphrey Osmond et le romancier Aldous Huxley. Et ils ont développé ce terme, donc d'étymologie grecque, psyché, l'esprit, et délique, qui révèle, qui manifeste. Donc, ce sont des substances qui permettraient de révéler l'esprit, l'inconscient, la psyché, qu'elles se manifestent un peu à la conscience. Et ça a été développé parce que les termes existants étaient insuffisants. Donc, le terme d'hallucinogène n'est pas suffisamment euh, similaire à ce que provoque vraiment l'expérience psychédélique. Et puis les termes plus médicaux, psychodysleptiques, ne correspondaient pas suffisamment à l'effet de ces substances. Donc il y a on va dire une définition un peu phénoménologique, une définition de ce que provoque l'effet psychotrope de ces substances. Et il y a une définition qui est plus, elle, pharmacologique, en termes de mécanisme d'action. Et ces substances qu'on dit psychédéliques, on dit souvent que ce sont des agonistes du récepteur à la sérotonine 5-HT2A. Ok. Sauf que là, en fait, dans ces deux définitions, il y a des limites et on peut pas, on a du mal à inclure toutes les substances ou à savoir lesquelles on exclut, lesquelles on inclut. Et donc, généralement, on dit qu'il y a quatre psychédéliques classiques. Mhm. C'est le LSD, la psilocybine issue des champignons dits hallucinogènes, les champignons à psilocybine, la mescaline qui est issue de certains cactus et la DMT issue du breuvage ayahuasca notamment. D'accord, ok. Super intéressant. Et du coup, si, donc, d'après ce que je comprends, on a deux visions, deux qui sont complémentaires, hein. Mais on a la partie purement mécanisme d'action, comme tu l'expliquais, scientifique, où on essaie de détailler où est-ce que va enclencher la substance sur le cerveau, sur le corps humain en fait. Et donc ça, on peut le voir, on peut le quantifier, le regarder à travers des coupes de microscope, etc. Pour que les gens comprennent, parce que j'ai employé plein de termes, peut-être que les gens ne comprennent pas, sur notamment le récepteur agoniste. Donc agoniste, ça veut dire que la molécule se fixe sur le récepteur pour entraîner un effet Ouais, positif. ouais. Voilà. Donc ça, c'est vraiment, on prend la molécule, on l'ingère, on en discutera après, mais voilà, on l'ingère, et ensuite, au niveau du corps, ça va aller dans le cerveau, ça va passer plusieurs étapes. Au niveau du cerveau, ça va se fixer sur des récepteurs qui vont entraîner un effet. Et après, il y a la vision un peu plus euh, psychologique,
spirituelle, on peut dire aussi parfois, ou pas? On peut éventuellement, dans certains cas, parler d'expérience. En fait, l'expérience psychédélique, elle est certes psychologique, elle est cognitive, mais il y a certains aspects de l'expérience psychédélique qui peuvent être considérés comme étant spirituels ou Hmm. mystiques Ok, dans certains cas. ok. Et du coup, on essaye de faire le lien entre les deux. Et donc, dans ta thèse aussi, j'imagine que la partie scientifique te permettra après d'expliquer mieux certains comportements qu'on observe chez l'humain avec des études. Ok. Merci beaucoup pour la définition. C'était très expliqué de façon très précise. Au moins, on a les bons termes. Et maintenant, si on veut commencer à parler des effets, euh, quels vont être les effets des psychédéliques sur le cerveau en fait. Mm. Qu'est-ce qui se passe? Bah, un effet assez commun, c'est quand même la modification des perceptions. Mhm. Alors souvent, on peut parler du coup d'une augmentation de certaines perceptions. Ben, on va en reparler peut-être quand on reparlera un peu plus des effets sur le cerveau. Mais justement, il peut y avoir une sorte d'hyperperception, pas vraiment un terme Mhm. médical, mais une sensation de perception accrue et qui peut du coup devenir complètement aberrante. Et c'est là que on va parler d'hallucination. Mais c'est vrai que tout le monde va pas être forcément d'accord sur le mot Mhm. hallucination. Certains vont plutôt dire que c'est des illusions, parce qu'une hallucination, par définition, c'est une perception sans objet. Mhm. Par exemple, de percevoir un objet qui va pas du tout dans la Mhm. pièce. Alors, avec les substances psychédéliques, les individus vont plus ressentir des déformations d'objets déjà présents. Ok, Donc plutôt des illusions que des hallucinations réelles, quoi. ok. Et est-ce que toi, Paul, tu aurais un exemple en clinique ou d'un patient ou de lors des expériences qui qu'est-ce qu'ils ont vu, vécu? Un exemple vraiment avec un patient que tu aurais eu. Bah, c'est des choses très différentes, mais de ce qu'ils ont vécu, par exemple, ça peut être beaucoup de plus pouvoir se mettre dans la perspective des autres Mhm. et un peu s'enlever de sa propre perspective, s'enlever un peu de ses pensées. Bon, on va en parler un peu tout à l'heure, Ouais. je pense, de ses pensées en boucle et de, et, Mhm. de, et de schémas de pensée répétitifs et rigides, et de plus pouvoir voir les choses autrement Ok. et se mettre à la place des autres, et du coup peut-être se dire, ah, bah, en fait, ce que je pense que pensent les autres de moi est finalement peut-être pas si Mhm. vrai, quoi. Ouais, c'est des, Ok, c'est ok. des choses qui reviennent un peu chez les personnes qu'on interroge. Ok. Un système pour réfléchir autrement en fait. Peut-être des mécanismes qui sont automatiques et de sortir de ce mécanisme-là pour voir les perceptions autrement. Pour voir Voilà. la perspective autrement. Oui, voilà, ouais. Permettre à la personne souvent pendant un instant, de pouvoir percevoir les choses autrement, pour qu'ensuite Ok, ça puisse lui servir sur des éléments assez pratiques ok, ok. de sa vie. Ok. Et au niveau sensoriel, parce que là, du coup, par rapport à la perception, niveau sensoriel, est-ce qu'on sait, Romain, vous pouvez répondre ensemble, hein, Mm. vraiment, il y a pas de souci. Qu'est-ce que, alors, qu'est-ce qui se passe au niveau sensoriel? Est-ce que c'est beaucoup plus au niveau visuel, auditif, ou est-ce que c'est vraiment tous les sens qui sont impliqués par les psychédéliques? Alors, moi, je commence une réponse, mais je Oui, dirais que c'est tous les sens. C'est vrai qu'au niveau visuel, c'est assez décrit, même dans la culture. C'est ce que les gens connaissent, avec ces images un Ouais. peu déformées, colorées. Mais il y a toutes les sensations qui peuvent être modifiées. Ouais. Hmm. Ouais, c'est souvent ouais, principalement visuel et il y a certaines études d'imagerie qui montrent le cortex visuel qui est Ok. suractivé et qui va se connecter, qui va avoir une connexion accrue avec d'autres régions du cerveau. Et parfois, il y a même un mélange Mm. des sens où on peut, par exemple, un stimulus qui va être visuel va devenir auditif. Et donc, on va, par exemple, entendre des couleurs. Ok. Donc ça, c'est ce qui s'appelle la synesthésie, ou inversement, voir des sons. Voilà, donc ça, c'est des mélanges sensoriels, la synesthésie. Et au niveau sensoriel, quoi d'autre Non, mais voilà. Ouais, du coup on peut mélanger, en fait ça peut se mélanger, ça peut être une accrue au niveau de tous les sens, ça peut être aussi touché, etc. Mm. Mais ce qui est le plus référencé, du fait que le cerveau humain s'est vraiment beaucoup développé sur l'aspect visuel, c'est qu'il y a, il y a vraiment un impact au niveau
bon, là je crois que je commence à dévier, je couperai ce moment-là, mais ce que je veux dire, c'est que comme le système visuel est hyper développé, hyper important dans notre vie de tous les jours, c'est celui-là qui est le plus touché parce qu'il est plus présent au niveau du cerveau en fait. Mais tous les sens sont touchés. C'est peut-être ce qui va plus marquer, Ouais. disons, l'expérience, ce côté visuel. Mais après, toutes les sensations internes comme externes vont être modifiées finalement. Ok, super intéressant. Et après, la question que la plupart des gens se posent quand même sur ce sujet-là, c'est l'impact de l'environnement, le moment où on prend la substance. Parce qu'il y a plein de personnes qui en ont pris des psychédéliques qui disent qu'ils ont fait un bad trip ou un trip incroyable. Mais qu'est-ce qui va faire que l'environnement dans lequel on le prend, avec les gens qu'on le prend, je veux pas dire inciter les gens à prendre des psychédéliques. Le discours, c'est vraiment d'essayer de comprendre le mécanisme, les effets que ça a et l'impact de l'environnement dessus. Qu'est-ce que vous pensez là-dessus? Comme toi aussi, Romain, tu en parles dans ta thèse. Qu'est-ce qu'on pourrait apprendre là-dessus? Comme l'a dit Paul, les psychédéliques vont entraîner un peu une hyper-perception, une hypersensibilité sensorielle à ce qui va arriver, une hypersensibilité aussi cognitive. Et parfois des influx auxquels on ne prête pas attention habituellement, là, vont avoir des conséquences plus grandes. Des interactions avec les gens, la musique va sembler provoquer parfois plus d'émotions. Et donc, il y a une sensibilité à tout ce qui nous entoure qui est plus grande, mais aussi une sensibilité au contenu intérieur, psychique. Et donc, on parle souvent de set and setting. Le set, c'est le mindset, c'est l'état d'esprit, comment se sent la personne. Et le setting, c'est le contexte, l'environnement. Et donc, ces deux variables vont agir sur la personne qui vit l'expérience. Et c'est un peu lié à cette hypersensibilité. Et parfois, juste une musique va provoquer des sensations de tristesse, des émotions très fortes. Et juste un changement de musique peut faire varier l'état émotionnel de la personne. Ok. Voilà, en gros. Comme on perçoit plus l'environnement, enfin, de façon accrue, du coup, par extension, ce qui va être positif ou négativement perçu, on peut être exacerbé, ce qui peut entraîner des moments ou des bad trips ou des good trips. Enfin, je sais pas si c'est un bel comme ça, mais... Oui, c'est ça, tout le contexte devient de plus en plus important, parce que comme les perceptions sont accrues, comme on disait, un détail qui peut être un peu dérangeant dans la vie de tous les jours, mais qu'on va pouvoir passer sous silence et bien réguler avec un cerveau sans psychédélique, va là devenir, peut-être un détail va devenir très problématique et pouvoir envahir un peu toutes les pensées de la personne sur un moment et faire du coup complètement changer son expérience. Alors qu'on pourrait penser que c'est un détail un peu banal du contexte, des personnes autour, et que c'est pas forcément important. Ok. Mais ça le devient. Ouais. On peut avoir une sorte de filtre sensoriel au quotidien qui permet un peu d'empêcher aussi une suractivation. Et là, les psychédéliques vont un peu libérer, lâcher ces filtres. Et donc, du coup, il y a beaucoup d'informations qui peuvent arriver et ça peut devenir ingérable. Ok. Tu voulais rajouter quelque chose? Oui, non, c'est important que tu parles de filtre, justement, puisque ça fait un peu un lien avec les mécanismes dans le cerveau, où c'est pas mal le thalamus, donc, qui est un ensemble de noyaux qui va relier un peu plein de sensations, enfin d'éléments sensoriels, et qui va, en effet, comme tu disais, Romain, faire un effet un peu de filtre au quotidien, où en fait, tout ce qu'on tout ce qu'on perçoit au quotidien, ça va être un peu régulé pour pas qu'on soit un peu attaqué par plein de perceptions tout le temps. Et là, ce filtre va être levé, et donc toutes les perceptions sensorielles primaires vont envahir un peu le cortex, le cortex et les zones un peu qu'on dit de fonction supérieure, et donc vont devenir beaucoup plus importantes d'un coup. Ok. Ce qui peut être très agréable, tout comme cauchemardesque. Et souvent, les expériences, parfois, quand on peut lire il y a eu plusieurs études qui ont été faites de manière rétrospective sur des personnes qui ont vécu des expériences psychédéliques. Et il y a certaines personnes qui disent que c'est parmi les 5 plus belles expériences de leur vie. Et d'autres disent que c'est aussi parmi les 5 pires expériences de leur vie. Et donc, cet influx sensoriel massif peut être agréable et extrêmement désagréable aussi. Devient extrême, en fait, dans la... Ça me fait énormément penser quand même à... Enfin,
peut-être hors sujet, mais la bipolarité, en fait, où on va avoir une espèce de stabilité d'humeur, enfin, à peu près, avec des variations au fur et à mesure de notre vie. Mais quand on a justement ce trouble-là, la bipolarité, c'est un trouble ou c'est une maladie? C'est un trouble, un trouble Voilà. psychiatrique, ouais. Trouble psychiatrique, ça voilà. va accentuer les moments de up et accentuer les moments Mm. de down. Et en fait, ça peut avoir, donc les psychédéliques, entraîner, je sais pas, c'est peut-être n'importe quoi ce que je dis, mais entraîner un état de manie en fait, mais pas de manie, mais d'hyperstimulation hyper agréable parce qu'on va pouvoir percevoir son environnement de façon trop stylée, quoi. Enfin, ça peut être ouf, comme aussi voir que le monde va mal et être encore plus dans le mal et se dire, ok, là c'est n'importe quoi, je vois tout la vie en noir, et là je vois vraiment la vie en noir, quoi. Enfin, Ouais, ok. oui, c'est ça. Il y a ce côté d'extrême qu'on retrouve Ouais. aussi dans le trouble bipolaire. Et il y a une notion qu'on discute un peu quand on parle de la physiologie des psychédéliques, c'est la notion d'entropie. Mhm. Alors, je m'y connais pas trop au niveau physique, mais c'est un peu une mesure du désordre Ouais. et de l'imprévisibilité d'un système. Et donc là, on va dire que sous psychédélique, l'entropie du cerveau, elle augmente. Donc le système devient plus désordonné, plus imprévisible, et en effet va pouvoir partir dans des sensations très, très agréables comme très désagréables, Ok, mais être moins stable, quoi. Il y a cette notion de stabilité, en effet, qui est perturbée. d'accord. Et j'aimerais rebondir sur la notion de bipolarité. Et en fait, pendant un moment, les psychédéliques étaient considérés, le LSD, quand il a été médicament, ça a été le cas dans les années 50, il était considéré comme un psychotomimétique. Ça veut dire que le laboratoire pharmaceutique Sandoz l'avait commercialisé pour 2 indications. La première, c'était pour le traitement des patients, pour le traitement des névroses. Et la seconde indication, c'était pour les psychiatres. Pour que les psychiatres consomment le LSD eux-mêmes, sur eux-mêmes, pour qu'ils se l'auto-administrent, pour son effet psychotomimétique. Ça veut dire qu'il mime la psychose, qu'il mime l'effet psychotique, un peu l'état dans lequel peuvent se trouver les patients dans un état de schizophrénie, de phase maniaque, comme tu as dit, avec la bipolarité. Et donc les psychédéliques étaient censés avoir des caractéristiques similaires à des crises psychotiques ou à la schizophrénie. Ok. En effet, ouais, c'est ça, comme tu dis, il peut y avoir des caractéristiques similaires parce que les personnes ont un contact différent avec la réalité. Enfin, les personnes schizophrènes, elles ont un contact différent avec la réalité. C'est ça un peu une des bases de la maladie. Et justement, là, avec les psychédéliques, le contact avec la réalité va être modifié. Après, oui, finalement, on a vu que c'était pas un modèle exact et que ça allait pas reproduire les effets de la psychose d'une manière... c'est pas pareil, bien sûr, mais il y a quelques points communs, en effet. Ouais. Ok. D'ailleurs, même, petite digression, mais il y avait des théories avant qui disaient que la DMT, qui est un psychédélique, du coup, aurait pu être... et peut-être sécrétée par le cerveau, par une partie qui s'appelle la glande pinéale. C'est encore des choses qui sont pas prouvées, enfin, tu rajouterais des choses Romain dessus. Et du coup, il y avait une des théories qui se disait que peut-être que les personnes schizophrènes, en fait, sécrétaient trop de DMT dans leur cerveau, et c'est pour ça qu'ils étaient schizophrènes. D'accord. C'est pas une théorie qui a été forcément retenue ni confirmée, mais dans la réflexion, c'est ça. Ok. Et donc là, on a parlé beaucoup des effets, tout cet aspect, voilà, effet sur le cerveau, effet sur le comportement. Est-ce que, pour illustrer tout ça, est-ce que vous avez des exemples d'artistes, des exemples vraiment qui vous ont frappé en travaillant sur les psychédéliques, mais vraiment pas de façon générale, mais vraiment une personne, sans me dire son nom ou quoi, mais d'expliquer son expérience à lui, qu'il a eue, pour un peu que ça illustre tout ce qu'on vient de dire depuis le début du podcast. C'est-à-dire à quel niveau Niveau sensoriel. Okay. Parce que tu disais par exemple en entendant des couleurs ou ce genre de choses, est-ce que tu as eu des personnes ou dans les articles des gens qui ont détaillé en fait cet aspect-là, par exemple un musicien qui voyait son dos je sais pas vert, tu vois? Non. Pas spécialement, on sait que ça a pu inspirer certains artistes. J'aurais pas d'exemple précis d'une personne spécifiquement. Et si on avait un peu clos le chapitre neurobiologie, j'aurais peut-être quelque chose à rajouter pour essayer qu'on puisse un peu comprendre un peu mieux ce mécanisme qui
qui est même pas vraiment compris par tout le monde, mais c'est que de base, du coup, on peut introduire la notion de codage prédictif, qui est un peu un modèle de fonctionnement du cerveau qui s'est développé pas mal au XXe siècle. Et pour le dire assez simplement, que le cerveau, en fait, il a des aires supérieures qui vont faire des prédictions sur le monde et sur toutes les perceptions qu'on a. Donc en fait, avec son expérience, il va accumuler plein de connaissances sur le monde. Et du coup, il va un peu tout anticiper. Et pour pas être trop surpris, quoi, pour pas tout recalculer d'un coup, quoi. Il sait déjà ce qui va se passer. Et parfois, il y a des erreurs de prédiction qui arrivent, puisqu'il y a des choses qui changent. Par exemple, on rentre dans une pièce chez nous, et là, il y a une statue d'un cheval qu'on connaît pas. Et là, ça va tiquer, erreur de prédiction. Et ça va tiquer plus que le miroir qu'elle a utilisé. Donc, il y a une erreur de prédiction, et le cerveau va se mettre à jour. Et le lendemain, quand on va rentrer dans la pièce, on va se dire, ah bah là, il y a la statue de cheval, c'est bon, c'est classique. Et là, du coup, avec les psychédéliques, enfin, sans les psychédéliques, on va dire que c'est les fonctions un peu supérieures qui dominent et qui vont un peu tout prédire et qui vont essayer de un peu juguler les perceptions. Alors que sous psychédéliques, justement, les erreurs de prédiction, elles vont se multiplier et tout va paraître nouveau. Et c'est pour ça que les personnes qui en consomment vont trouver un peu tout beau ou tout incroyable, tout nouveau. Un peu de tout redécouvrir parce que ils prédisent plus rien, quoi. Ouais, ok. Quand on s'émerveille de découvrir pour la première fois, je sais pas moi, aller au cinéma pour la première fois, les premières fois en fait en général, elles restent ancrées dans notre mémoire de façon long terme, parce que comme c'était pas prédictif, on s'imaginait des choses qui sont pas forcément. Ouais, donc ça marque. Ça marque, des émotions. Et du coup, les psychédéliques potentiellement reproduisent. Ça, c'est prouvé que ça va un petit peu inhiber les fonctions de haut niveau et exciter celles qui sont de plus bas niveau. Oui, tu me dis Romain, si, mais c'est assez prouvé quand même par pas mal d'auteurs, notamment Carl Harris, qui ont développé pas mal de modèles sur le fonctionnement des psychédéliques. Ouais. Après, ce qui est assez intéressant et excitant, c'est qu'aujourd'hui, on ne comprend pas exactement encore comment fonctionne d'un point de vue fonctionnel, neurobiologique, les psychédéliques. Et donc, il y a plusieurs hypothèses qui sont posées et il y a des travaux qui sont menés en ce moment. Et il y a notamment une autre notion qui est assez importante, mais sur laquelle on a relativement peu de recul. Il y a eu quelques études qui ont été développées là-dessus. C'est sur la notion un peu d'hyperconnectivité. Et c'est notamment un papier qui est assez connu de Carl Harris, assez schématique, et Petri, le nom de l'auteur, où on voit un peu une représentation schématique du connectome, de la connectivité entre des aires cérébrales du cerveau, sous placebo et sous psilocybine. Et en fait, ce qu'on voit, c'est qu'il y a une hyperconnectivité globale de toutes les zones cérébrales qui vont se mettre à se connecter les unes aux autres, et certaines zones vont être moins connectées. Donc on a un peu une modulation de la connectivité avec globalement une hyperconnectivité, ce qui fait qu'il y a certaines régions cérébrales qui vont se mettre à communiquer alors qu'elles n'ont pas l'habitude de communiquer entre elles. Et ça peut, par exemple, expliquer la synesthésie, justement, avec ces connexions entre aires cérébrales, aires sensorielles qui n'étaient pas forcément connectées les unes aux autres. Et bon. C'est super intéressant. Est-ce que c'est ce schéma-là, le fameux schéma avec les points, plein de points, et on voit plein de couleurs, et on voit d'un côté où, sans placebo, où c'est très faible en termes de connexion, faible. Et l'autre où par rapport à celui sous psychédélique, où on voit aussi la psilocybine, je crois, c'est ça ? Ouais. Ah, ok. On va mettre cet article dans la bio du podcast, comme ça, si vous voulez aller voir, jeter un coup d'œil. Un article extrêmement difficile à lire et à comprendre, avec des notions de mathématiques, des notions. L'image est simple à comprendre, mais en fait, comprendre tout le contenu qu'il y a derrière cette image, c'est extrêmement difficile. Donc c'est très schématisé. Et au final, on a encore des difficultés à bien comprendre ce qui se passe dans le cerveau. Et là, c'est très simplifié, juste en regardant cette image, au final. Oui, super. L'image est parlante, on comprend un peu ce qui se passe, mais en effet, c'est pas aussi simple que forcément le dit l'image. Ouais. Ok.
Top. Est-ce que vous voulez rajouter certaines choses par rapport aux effets des psychédéliques de façon juste psycho, pas là, le mécanisme d'action pour l'instant, mais enfin, on a parlé quand même des connexions au niveau du cerveau. Mais est-ce que vous voulez rajouter des choses par rapport à ça, où on peut passer à plutôt l'aspect, justement, on va peut-être parler dans un premier temps, peut-être déjà revenir sur l'histoire. Moi, ça m'intéresse beaucoup, l'histoire des psychédéliques. Mais est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Sur l'aspect thérapeutique par rapport aux pathologies psychiatriques, oui, mais peut-être qu'on va l'aborder Ouais, justement un on petit va peu après. l'aborder Ouais, après c'est ça. pour la partie clinique, Ouais, thérapeutique. nickel. Moi, j'ai assisté à une conférence, une fameuse conférence de Monsieur Hackey avec une psychologue qui s'appelait Ghislaine Arabe. voilà, Isla Narb. Et dans cette conférence qui va potentiellement être reproduite, tu nous diras, mais tu as évoqué donc la découverte des psychédéliques et tu l'as scénarisé et je trouve ça génial. Est-ce que tu pourrais, là tu vois, tu peux pas faire le théâtre, mais est-ce que tu pourrais un peu raconter cette histoire-là aux auditeurs? Alors, ce dont tu parles, c'est une conférence théâtrale Hmm. qu'on a développée avec une compagnie de théâtre qui s'appelle Godema, et la pièce de théâtre s'appelle Psychonautes, les explorateurs de conscience. Et donc, c'est toute voilà, une pièce de théâtre conférence sur l'histoire de la découverte des psychédéliques, leurs mécanismes d'action et un peu des aspects anthropologiques et philosophiques. L'histoire des psychédéliques remonte il y a bien longtemps, à plusieurs millénaires. Les premières traces archéologiques remontent à plus de 4000 ans au moins, en Amérique du Sud, en Amérique centrale. On voit qu'il y a des traces de consommation de psychédéliques. J'étais en Argentine il y a quelques mois et je suis tombé dans un endroit où c'était pas forcément prévu, mais en fait, il y a des ustensiles qui servent à la consommation de plantes psychédéliques, qui s'appelle le sébile, qui contient une substance psychédélique un peu moins connue, mais en fait qui est utilisée depuis plus de 4000 ans et de manière en fait très fréquente. A priori, c'était très fréquent dans la population, tout le monde en consommait en fait. C'était pas réservé à une élite, c'était pas forcément réservé aux chamans, c'était une consommation assez fréquente pour tout le monde. Et en fait, il y a plusieurs aires géographiques de consommation de psychédéliques. L'Amérique centrale et l'Amérique du Sud sont les aires principales. Avec donc notamment la mescaline, les cactus à mescaline, le San Pedro dans la cordillère des Andes, ou le peyote au niveau Amérique centrale, Mexique. La psilocybine, donc contenue dans les champignons à psilocybine au niveau du Mexique. Là, on sait qu'il y a des traces, les Aztèques en consommaient. Il y a des hypothèses qui suggèrent qu'il y aurait eu des consommations de champignons psychédéliques en Algérie, dans la grotte de Tassili, il me semble, si je n'écorche pas le nom, et remontant. En fait, là, on voit des peintures rupestres, murales sur une grotte, où on voit un chaman avec plein de champignons autour de lui. Alors, c'est l'hypothèse qu'éventuellement cette peinture représente un chaman qui consomme des champignons à psilocybine. On ne sait pas. Et puis, il y a d'autres. Il y a l'ayahuasca. On ne sait pas exactement dater les premières consommations d'ayahuasca, puisque l'ayahuasca est un mélange de deux breuvages, de deux plantes pardon, qui forment un breuvage. Et on ne sait pas depuis quand a été connu ce mélange des deux plantes. Mais on retrouve des traces d'une plante à plus de 4000 ans ou 3000 ans. Pardon, non, c'était il y a 1500 ans. On a des traces archéologiques de 1500 ans d'une plante qui est retrouvée dans un petit sac proche d'un cadavre humain. Et en fait, ce petit sac contient plein de psychotropes. De la cocaïne, des champignons, une plante qui est contenue dans l'ayahuasca. Et donc, les usages en fait, de psychotropes sont extrêmement anciens dans l'histoire de l'humanité. Et on n'arrive pas forcément à le dater. Et l'usage des psychédéliques est également ancien. Ok. Bon, ça, c'est pour le côté, il y a plusieurs centaines, voire milliers d'années. Et après, il y a une histoire plus récente. Ouais. Et celle-là, tu pourrais l'expliquer aussi? Ouais. Je dirais que au niveau européen, occidental, c'est d'abord la mescaline qui a été découverte par les Occidentaux.
Et les premiers médicaments à partir de mescaline sont apparus. En fait, il y a eu des usages de mescaline qui sont arrivés en Europe à la fin du 19e siècle. Mhm. Et des artistes en consommaient. Il y avait par exemple des performances théâtrales qui ont été faites par Aleister Crowley, où il prenait de la mescaline en direct pendant sa pièce de théâtre et il en donnait au public. Ça, c'était fin du 19e siècle. Et là, il y avait des usages de mescaline qui se développaient et il y a eu la synthèse, l'extraction puis la synthèse chimique de mescaline qui a été faite. Et ensuite, c'est devenu un médicament en France. On retrouve ça dans un livre notamment de Aymon de Lestrange, Les plantes visionnaires du Mexique, où il décrit un peu ces usages anciens de mescaline, donc début du XXe siècle. Et ça a été médicament pour traiter euh, les, euh, les états dépressifs, les douleurs, les crampes d'estomac et les difficultés d'endormissement. Ah bon, à forte dose, je déconseille d'utiliser la mescaline pour des insomnies, parce qu'au contraire, ça crée plutôt un éveil. Mais donc voilà, ça c'était un peu la mescaline au début, qui a été médicament. Et puis après est arrivé le LSD, qui a fait là surtout un renouveau au niveau occidental, euh, un peu même euh, un boom. Ouais. Tout le monde connaît le LSD en Europe, enfin quasiment quoi. Ouais, Alors que les autres substances, c'est beaucoup plus, Beaucoup moins connu, ouais. beaucoup moins connu. ouais. Et pourquoi? Pourquoi? Eh ben parce qu'il y a eu une consommation massive de LSD au niveau occidental. Donc le LSD, il a été synthétisé par Albert Hofmann, un chimiste suisse qui travaillait pour une firme pharmaceutique dénommée Sandoz, où il travaillait sur des dérivés d'ergot du seigle. L'ergot du seigle, c'est un champignon, et il y avait différentes molécules, et lui, il travaillait sur des molécules pour empêcher les hémorragies. Et en fait, il a découvert un peu par hasard une molécule qui avait un effet psychotrope, et en fait, par accident, il en a ingéré une petite quantité, il s'est rendu compte qu'il avait des effets psychotropes, et après, il a refait il s'est administré une nouvelle fois la substance, volontairement, et ça, c'est en 1943. Et en fait, il a eu le premier trip au LSD le 19 avril 1943 avec une très forte dose qui s'est administrée. Ensuite, le LSD est devenu médicament, il a été commercialisé par la firme pharmaceutique Sandoz, et puis il est sorti du milieu médical. Il y a eu d'abord beaucoup d'expérimentations médicales avec des effets thérapeutiques, des effets intéressants. Comme je disais tout à l'heure, les psychiatres en utilisaient pour eux, ils les utilisaient dans différentes indications. Et puis, il y a eu ce qu'on appelle un abus. C'est sorti du milieu médical et ça a été utilisé par la jeunesse, notamment américaine, pour ses effets plutôt, non pas thérapeutiques, mais ses effets, on pourrait dire, récréatifs que procurait le LSD. Voilà. Est-ce que je continue un peu sur l'histoire ou c'est déjà... Tu peux, hein. Franchement, si jamais il y a d'autres choses à rajouter, n'hésite pas. Après, alors je continue sur un peu la parenthèse de psilocybine. Après le LSD est arrivée en fait la découverte des champignons hallucinogènes du Mexique par notamment par un couple, le couple Wasson, Valentina Pavlovna Wasson et Robert Gordon Wasson, qui étaient, lui, il était banquier, elle était pédiatre, et en fait, ils se sont intéressés à l'ethnomycologie, quel était le rapport des peuples avec la consommation de champignons. En fait, ils se sont rendus au Mexique parce qu'ils avaient entendu qu'il y avait le Teonanacatl, le champignon de la chair des dieux, le champignon divin qui était consommé dans des rituels mazatèques, dans cette communauté qui vit dans l'état de Oaxaca au Mexique. Et en fait, ils ont découvert qu'il y avait des usages rituels et ils ont eux-mêmes consommé ce champignon. Et en fait, ils en ont fait un peu une pub médiatique. Ils ont écrit des livres sur ce champignon, donc hallucinogène, et il est devenu extrêmement connu. Il est devenu médicament. Aussi, la firme pharmaceutique Sandoz a transformé la psilocybine en un médicament qui s'appelait indocybine. Ils l'ont commercialisé. Et en 71, en fait, il y a eu un arrêt. Il y a eu déjà en 66, suite aux abus et aux consommations massives de psychédéliques, de LSD et psilocybine, il y a eu des décisions gouvernementales de réglementer ces substances. Et en 71, c'est l'ONU qui a réglementé au niveau international et qui a interdit la consommation de ces substances en 71.
Et donc, depuis 1971, il y a eu un arrêt aussi, certes, d'une part de la consommation, une diminution, mais aussi des recherches liées à ces substances. Désolé, j'étais Non, un peu mais long, mais non, pas du tout. C'était super Intéressant. intéressant et surtout, je pense que tu es une des personnes les plus qualifiées pour nous parler. non, il y a des historiens qui sont beaucoup mieux, plus calés que moi. Bon, Ouais, Il y a, d'ici en tout cas. il y a un article justement de Zoé Dubus, qui est une historienne qui travaille énormément sur les psychédéliques et Je la suis sur LinkedIn. qui raconte... Ah, parfait. Et qui raconte comment il y a eu un certain genre de panique morale, de panique médiatique qui a été un peu importée des États-Unis au sujet du LSD en France, donc dans les années 60, et qui a ensuite précipité à son interdiction à la consommation, et ensuite forcément les recherches qui ont grandement diminué du fait que les personnes ne voulaient plus être volontaires, que les autorisations ne pouvaient plus trop avoir d'autorisation pour faire des recherches dessus, et les recherches sont assez vite arrêtées, comme tu disais, à ce moment-là. Ouais. Et c'est là qu'il s'est construit un petit peu la vision très négative sur les drogues, sur cette drogue. Enfin, en tout cas, moi, j'ai grandi, nous tous, je crois. Enfin, personnellement, on nous a expliqué, enfin, moi, depuis tout petit, on m'explique que les psychédéliques, toutes ces substances comme ça, c'est des drogues hyper dangereuses. Enfin, où c'est vraiment très stigmatisé. Et surtout au niveau, voilà, j'imagine d'un point de vue demander des accords quand on fait de la recherche sur ces sujets-là, c'est beaucoup plus compliqué que d'autres substances qui aujourd'hui sont plus tolérées. Parce que oui, c'est vrai que ça reste du coup des stupéfiants du coup considérés comme des drogues dures, même si cette définition elle est plus trop actuelle, mais elle est quand même très ancrée dans la culture, cette définition. Et du coup forcément le LSD, comme c'est lui qui a fait le plus sensation, on va dire, au niveau médiatique, et c'est lui qui est, on va dire, le plus diabolisé, dont on a le plus peur, et qui est considéré comme une drogue très forte, encore très forte et très dangereuse dans la population. Elle a des dangers bien évidemment, mais des propriétés aussi intéressantes, comme on en a parlé. Et ce qui est intéressant dans ce que tu as dit, Paul, sur un peu ce traitement médiatique, c'est qu'en fait, il a influencé grandement les représentations de la société, mais aussi des professionnels de santé, sur la dangerosité de ces substances. Et en fait, on est un petit peu en décalage avec les données scientifiques. Et il y a notamment un psychiatre qu'on connaît bien, qui a fait une thèse sur les représentations qu'ont les psychiatres des psychédéliques. Donc c'est Loïc Pierre qui a fait cette thèse. Et Loïc Pierre. Il est où ? Il est à Toulouse. Ok. C'est pour ça qu'on le connaît bien. Et en fait, il a montré au travers de sa thèse que les psychiatres ont une représentation assez négative, avec une perception de risque très élevé qu'ont ces substances, mais que c'est en décalage vis-à-vis de des données scientifiques, en fait. Ouais, c'est vrai que c'est assez intéressant quand on essaie du coup de définir ce que c'est une drogue. Il y a plein de définitions, donc est-ce que le LSD est une drogue, c'est difficile de le dire, mais disons qu'il y a des caractéristiques souvent où les drogues vont être assez dangereuses pour le corps et addictives, logiquement. Et c'est vrai que finalement, dans les données scientifiques, on retrouve que les psychédéliques sont quand même assez peu dangereux pour le corps et peu addictifs. Donc c'est intéressant de remettre en question cette notion de drogue dure. Je trouve que c'est un très très bon exemple aussi du pouvoir médiatique, et qui peut parfois être supérieur au pouvoir scientifique sur les messages qu'on veut faire passer à la société, en fait. Et souvent, il y a la plupart des gens qui communiquent, en tout cas, que ce soit sur la science, la santé, ou la plupart du temps, en fait, c'est des journalistes qui n'ont pas forcément un bagage scientifique, qui accueillent des chercheurs et qui vont sourcer leur information. Mais c'est vrai qu'on a aussi une responsabilité en tant que citoyen de aller fouiller derrière tous ces articles-là, enfin tous ces médias ou ces articles dans des moments où justement il y a une envie de inhiber, de réglementer et d'interdire, pour que justement comprendre les fondements scientifiques qui sous-tendent, et comme tu l'as dit, Romain, comprendre des substances qui datent depuis des milliers d'années et que c'est pas nouveau, en fait. C'est des choses que l'humain a déjà expérimenté plein de fois. Mais c'est pas pour autant que c'est dénué de risque. Bien sûr. Ce qui est fait depuis très longtemps peut être extrêmement risqué. Avant, il y avait des usages de plantes
de solanacées, de déliriogènes. Bon, bah, aujourd'hui, on sait que c'est extrêmement dangereux. Et en fait, il y a beaucoup moins de consommation de ces plantes. Donc, c'est pas parce que c'est un usage ancien que forcément c'est bon. Bien sûr. Voilà. Ouais, bien sûr, bien sûr. Oui, c'est ça. Ce qu'on peut dire un peu modestement, c'est que c'est des substances psychotropes très puissantes, Hmm. avec des propriétés différentes, mais voilà, qu'il faut que forcément que la consommation, de Ouais. par la puissance de l'effet de la molécule, soit extrêmement régulée, Ok. forcément. Et du coup, je voulais faire le lien maintenant avec, de revenir un petit peu sur la partie recherche. Romain Haquet, tu es dans le laboratoire du CRCA à Toulouse, le Centre de recherche sur la cognition animale. Alors, tout ce qu'on vient de dire, du coup, on comprend bien qu'au final, d'un point de vue cérébral et d'un point de vue cerveau, on a du mal à comprendre enfin, on n'a pas encore totalement tout compris. Tu pourrais expliquer donc du coup la thèse que tu es en train de faire, pourquoi on travaille sur la souris aujourd'hui pour comprendre ces mécanismes-là, et tu pourrais un peu expliquer le point de vue de la recherche aujourd'hui en France sur ce sujet. Ouais, je vais commencer par ma recherche et après essayer de l'agrandir, de voir au niveau national. Euh, pour recadrer un peu ma thèse, pour l'introduire, j'ai fait des études en anthropologie et en pharmacie. Mais en anthropologie, j'ai étudié notamment le chamanisme amazonien et aussi les rituels d'ayahuasca. Et en fait, ce qu'on peut voir dans les rituels d'ayahuasca et puis dans les consommations de psychédéliques, globalement, c'est que, comme on le disait tout à l'heure, il y a un effet du contexte qui va agir sur ce que vont vivre les personnes, sur l'expérience vécue. Il y a plusieurs études qui ont montré aussi que selon l'expérience qui est vécue, il va y avoir des effets thérapeutiques qui vont être plus ou moins durables. Et si l'expérience, par exemple, est particulièrement désagréable, voire traumatique, on va avoir peu d'effets thérapeutiques, globalement. Alors dans certains cas, ça peut l'être, ça peut être intéressant dans certains cas d'avoir une expérience difficile pour réfléchir sur cette expérience difficile, et ça peut être thérapeutique. Mais dans la plupart du temps, c'est limitant sur une amélioration thérapeutique. Alors qu'un bon cadre, un bon contexte, une bonne préparation va induire plus facilement une expérience agréable, positive, et ça va entraîner une efficacité thérapeutique plus durable ou meilleure. Et donc moi, c'était un peu en partant de ce constat-là que j'ai voulu travailler, donc faire ma thèse, qui porte sur l'étude de l'efficacité dans les troubles anxio-dépressifs, de psychédéliques, et de voir si en modifiant, en modulant le contexte d'administration, on va avoir des effets différents. Alors, pourquoi travailler sur souris ? Il y a des avantages et des inconvénients. Le modèle souris, et je trouve pour étudier les psychédéliques, c'est très limitant parce que on l'a vu, les effets des psychédéliques sont assez, d'un point de vue cognitif, sensoriel, sont assez riches et c'est difficile de le transposer à la souris. Néanmoins, l'intérêt de la souris, c'est qu'on peut observer plus facilement ce qui se passe dans le cerveau. Alors, le cerveau n'est pas le même qu'un cerveau d'humain, mais il a quelques caractéristiques communes quand même. Et on peut notamment... dans une première partie de ma thèse, j'étudie un peu le comportement des souris suite à l'administration d'un psychédélique. Je regarde comment elles se comportent à différentes doses, et après, je vois si ça a un effet antidépresseur. Alors, c'est un peu difficile de créer de la dépression chez des souris et de voir si un médicament a un effet antidépresseur. Il y a différents modèles qui existent, tout ça c'est validé d'un point de vue éthique. On a dû évidemment remplir un dossier éthique, ça passe devant des commissions et tout ça est validé et on a des retours si on doit modifier des choses. Et donc, on voit qu'on a un effet antidépresseur des psychédéliques chez des souris modèles de dépression. Et quand on administre ça dans un bon contexte, on a un effet antidépresseur qui va être plus marqué. On a donc une meilleure efficacité. Par contre, quand on administre dans un contexte désagréable, on perd l'effet antidépresseur. Et par contre, ce qu'on va créer, c'est de l'anxiété. Les souris vont être plus anxieuses 24 heures après l'administration. Donc là, déjà, on a dans l'effet comportemental, dans l'effet thérapeutique, on va avoir une différence selon le contexte d'administration. Dans un deuxième temps, ce qui m'intéresse dans ma thèse, c'est qu'est-ce qui se passe au sein du cerveau.
et on va peut-être en reparler après, mais les psychédéliques entraînent ce qu'on appelle la neuroplasticité, qui est un terme assez large, mais permettant d'expliquer en fait des capacités de changement du cerveau, notamment en créant des nouvelles connexions entre les neurones, des nouvelles synapses. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc, dans la deuxième partie de ma thèse, je regarde si les psychédéliques créent des nouvelles connexions entre les neurones et si le contexte d'administration influence ou pas la création de nouvelles connexions synaptiques. Voilà en gros ma thèse résumée en 180 secondes. Ok. Et du coup, comment tu fais pour mettre une condition chez une souris de bonne administration, enfin de set and sitting bien et pas bien? Alors, ça a été une question un peu difficile au début de se dire qu'est-ce que apprécie la souris et qu'est-ce qu'elle déprécie, qu'est-ce qu'elle trouve désagréable. En fait, on a essayé de valider un contexte en proposant à la souris d'aller dans un contexte neutre ou agréable et on mesurait Ok. le temps qu'elle passait en fait dans un contexte. Et plus elle passait de temps dans un contexte, plus on se disait ah, tiens, ce contexte doit Hmm. être agréable. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va créer un environnement sensoriel agréable pour la souris, par exemple une lumière tamisée, de la nourriture agréable. Et inversement, on a créé un contexte désagréable et on voit que la souris va essayer de fuir ce contexte. Elle va pas le préférer à un contexte neutre. Et là, au contraire, on met par exemple de la lumière forte. Ok. Voilà. Wow. Trop bien. C'est génial. Ok. Du coup, je voudrais aborder le thème, enfin si on peut continuer là-dessus, par rapport à cette recherche-là. Dans quel cadre aujourd'hui, on va dire national, international, euh, la recherche où elle en est en fait sur ces sujets-là, on disait que justement on connaissait pas assez les effets qu'il y avait sur le cerveau, mais on peut voir du coup, Paul, tu vas nous en parler après, sur la partie clinique, qu'on commence à faire des essais cliniques, c'est-à-dire qu'on a assez de bagages d'un point de vue fondamental et de recherche sur le sujet pour se dire ok ça peut avoir une implication sur la clinique importante. Du coup ce que je veux savoir, c'est dans aujourd'hui dans l'écosystème français, on va dire, déjà dans un premier temps. Est-ce que tu sais à peu près combien il y a de thèses sur ce sujet-là, de chercheurs qui travaillent là-dessus? Ou est-ce que c'est trop, en fait, trop pour les quantifier? Non, non, non. Je dirais qu'il y a à peu près autour de 10, 15 équipes de recherche qui Ok, travaillent en France, que ce soit en préclinique, donc sur la souris, ou en clinique ok, chez l'humain. À peu près, disons, 10, autour de d'accord. 10. Il y a notamment un groupe de recherche qui s'est développé, qui s'appelle l'AFPBN, qui est l'Association française de psychiatrie biologique et de neuropsychopharmacologie, avec une section médecine psychédélique. Et dans Ok. cette section médecine psychédélique, en fait, c'est un groupe de chercheurs qui travaillent sur la psychédélique, qui se réunissent. Et il y a les principaux chercheurs français qui travaillent sur la psychédélique qui font partie de ce groupe de recherche. Et donc, c'est à peu près 10 équipes. Mais ce nombre est croissant. C'est-à-dire Ouais. il y a 5 ans, il y avait, je sais pas, peut-être presque personne qui travaillait sur la Hmm. psychédélique en France, en fait. Donc il y a quand même une augmentation du nombre de financements pour ces sujets-là et un intérêt de la société, en tout cas en France, sur ce sujet. Mhm. Euh, T'inquiète Paul, on va revenir sur la clinique. Mais juste pour finir là-dessus, par rapport à maintenant d'un point de vue international, quels sont les pays qui pour toi, après c'est partout pareil, hein, ce sont les États-Unis, la plupart du temps Canada, Japon, qui travaillent là, sur des sujets de recherche en tout cas, qui publient le plus en Chine aussi. Mais est-ce que tu pourrais nous donner des références d'un point de vue international sur les psychédéliques pour les personnes qui voudraient en savoir un peu plus quel ouvrage aller voir en fait? Alors, Chine, Japon, non, ils n'ont pas trop publié sur les psychédéliques. Ok. D'un point de vue recherche, oui, Canada, États-Unis ont beaucoup publié, mais la Grande-Bretagne aussi, notamment Mhm. avec l'Imperial College de Londres, qui a pas mal publié, et avec l'équipe de Carartaris. Là, il y a une grosse équipe qui est reprise et aussi avec d'autres chercheurs qui sont David Nutt et David Erizoe, qui produisent beaucoup de recherches et qui ont fait pas mal de belles avancées. En Suisse aussi, ils ont été un peu les pionniers. Ils ont Hmm. moins souffert que les autres
pays de l'interdiction de 71, et eux, ils ont pu continuer les usages cliniques et les recherches sur le sujet. Et puis, il y a d'autres pays auxquels on ne pense pas souvent, mais par exemple, moi je m'intéresse à l'ayahuasca et à la DMT. Eh bien, c'est le Brésil qui publie aussi sur l'ayahuasca, parce que c'est intéressant de voir parfois les perceptions justement changeantes selon les cultures et les pays de ce que c'est qu'une drogue ou pas. L'ayahuasca, dans plusieurs pays d'Amérique du Sud, n'est pas considéré comme une drogue, mais comme une médecine traditionnelle. Et au Brésil, les usages d'ayahuasca sont tolérés pour certains groupes religieux, et donc c'est plus facile de faire de la recherche à ce niveau. D'accord. Et puis il y a l'Allemagne aussi, les Pays-Bas également. Voilà, donc pas mal d'endroits pour faire des stages de master, de thèse ou de post-doctorat. Super, super, super. Et quand même, j'aimerais rajouter un point, c'est que l'Australie n'a pas forcément produit beaucoup de recherches sur les psychédéliques. Néanmoins, le gouvernement australien, depuis juin 2023, autorise que les psychiatres australiens prescrivent de la psilocybine. Alors, c'est pas complètement rentré dans la pratique, et il y a de nombreuses contraintes, notamment économiques, mais c'est quand même une avancée assez importante au niveau international. D'accord, super. Ben, merci Romain. Donc maintenant, on va parler de la partie clinique. Parce que du coup, Paul, tu fais partie d'un projet de recherche sur un essai clinique, une étude pilote. Ouais, tout à fait. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus, présenter l'équipe, où est-ce que tu le fais, et toi aussi ton rôle là-dedans? Bah oui, moi du coup j'ai la chance d'avoir été reçu donc pour mon stage de Master 2 dans l'équipe qui travaille donc sur l'étude PAD, donc c'est l'acronyme de psilocybine, alcool, dépression, donc qui est la première étude en France à administrer des psychédéliques sur des patients, donc là qui a commencé il y a quelques mois et qui va recruter environ sur un an. Et en fait donc le but là ça va être donc d'administrer 2 doses différentes. Donc il y a 2 groupes de patients avec 2 doses différentes, une dose de 1 mg et une dose de 25 mg, chez des patients qui ont un trouble de l'usage de l'alcool sévère et également des signes dépressifs. Donc là, c'est la première fois que ça va être utilisé dans ce qu'on appelle la pathologie duel, donc alcool plus dépression. Ça a déjà été utilisé beaucoup dans la dépression. La psilocybine, c'est une des indications qui a été le plus testée, on va dire, c'est psilocybine et dépression. Psilocybine et alcool, il y a eu quelques travaux dessus, mais là, c'est le premier travail qui va être sur ces 2 pathologies. Parce que comme il y a peu de traitements pharmacologiques dans le trouble de l'usage de l'alcool et que on a l'impression que les indications des psychédéliques pourraient être assez larges dans les troubles psychiatriques, je pense que c'est intéressant de le tester sur ces 2 pathologies quand elles sont intriquées. D'accord. Donc c'est les patients qu'on va recruter. Et du coup, alors par rapport à ce projet-là, où est-ce que ça en est aujourd'hui? Du coup, c'est à Montpellier, c'est ça? Ouais, c'est ça. C'est au Grau du Roi. Au Grau du Roi. Donc c'est un centre de rééducation, de réadaptation. Mhm. Donc c'est justement là où il y a des patients qui ont post-sevrage alcoolique, qui sont en séjour de réadaptation classique, et dont certains vont pouvoir participer justement à cette étude il y a 2 administrations de psilocybine à 3 semaines d'écart. D'accord, ok. Et donc il y a un set and sitting particulier? Ouais, tout à fait. On parlait de l'importance du set and setting. Donc dans cette étude, il y a les set and setting qui ont été employés dans les études précédentes, qui a été repris, donc où il y a parfois quelques différences entre les études, mais qui reprend globalement les mêmes choses. Donc c'est dans une pièce calme avec une lumière assez tamisée, comme on en parlait. Tu disais que la lumière forte pouvait être justement, ça fait un parallèle avec les souris, où ça pouvait être justement considéré comme un set and setting moins agréable. Donc là, il y a également une lumière tamisée, une playlist musicale qui est diffusée donc, pendant toute l'administration. On invite également le patient à avoir un masque sur les yeux, justement pour favoriser l'introspection, l'expérience intérieure, et que le patient soit moins focalisé sur justement tous les éléments du décor. Pardon, on en parlait tout à l'heure qu'il pouvait y avoir une hyperperception et donc d'être un peu envahi par toutes ces perceptions. Donc là, on va se concentrer vraiment sur les perceptions internes,
et sur les réflexions du patient. Ça ne veut pas dire que la personne n'a pas d'illusions ou de signes visuels, mais qui vont être très intériorisés. Donc là, pardon, je m'écarte un petit peu de ta question. Non, c'était... Mais, et donc, au niveau du déroulement des choses, il y aura toujours un ou deux thérapeutes présents avec le patient. Et en fait, on ne va pas intervenir comme dans une psychothérapie classique où on va discuter avec le patient. Là, on va vraiment avoir juste un rôle de être dans la sécurité, c'est-à-dire que tout se passe bien pour lui, vérifier régulièrement à quel niveau il en est, un peu où il en est de son expérience. Mais le but est d'interagir le moins possible et de voir justement s'il a besoin, si on sent peut-être qu'il a besoin aussi, il nous le demande. Là, peut-être d'intervenir avec des techniques qu'on appelle de recentrage pour qu'il puisse un peu peut-être se réancrer dans la réalité s'il il en était un peu trop parti et pour le recanaliser sur l'expérience qui serait le mieux pour lui, quoi. D'accord. Est-ce que je peux rebondir un peu sur ce cadre un peu justement assez optimal de cet setting et où on peut voir que en fait le patient peut se sentir en sécurité, en confiance, il y a toujours deux personnes autour de lui, il a pu discuter avant avec les personnes qui vont l'encadrer, tout est fait pour que ça se passe bien et en fait ça peut être extrêmement différent de faire ça juste je sais pas, en rave party ou à la maison ou en fait et en fait, là, le cadre va pouvoir vraiment peut-être optimiser, potentialiser l'effet thérapeutique. Et c'est pas parce qu'on consomme du LSD ou de la psilocybine qu'on va guérir de la dépression et de son trouble à l'alcool. Ouais, c'est très intéressant l'intervention que tu viens de faire pour bien préciser qu'on est dans un cadre thérapeutique et en fait, ça n'a rien à voir avec du récréatif et que c'est justement ça qui fait qu'aujourd'hui, on est obligé de faire des essais cliniques et de le prouver pour que justement plus tard ça soit potentiellement inclus dans le mécanisme de traitement avec les thérapeutes adaptés dans des bons cadres très réglementés et que justement ça soit bien fait. Parce que oui, ce qui va être fait autour de la session dont j'ai un peu discuté, c'est que en amont, la veille, on a assez longuement discuté avec le patient des effets possibles de la substance, de ce qu'on lui propose si parfois c'est difficile, et aussi de préciser un peu des axes thérapeutiques qui changent des thérapies habituelles, c'est-à-dire que s'il y a une émotion négative, si le patient se met à pleurer, on ne va pas forcément intervenir. Parce que justement, ça peut faire partie de l'expérience. Bien sûr, si le patient demande de l'aide, qu'il est agité, évidemment, il faut s'adapter. Mais s'il y a une émotion négative qui arrive, on ne va pas être direct en train de lui demander « Oh là là, comment ça va? Qu'est-ce qui se passe ?» Et donc, on va aussi discuter de ses intentions qu'il va mettre en fait pour cette session. C'est des intentions qui sont formulées positivement, c'est-à-dire que ça va pas être par exemple je veux arrêter de boire de l'alcool ou je ne veux plus être déprimé. Ça va être des intentions positives pour aller vers le changement. C'est une psychothérapie qui s'inspire un peu d'une psychothérapie déjà connue en psychiatrie qui s'appelle ACT, donc d'acceptation et d'engagement. Donc c'est un peu plus des choses positives tourné vers le changement. Et donc c'est ce genre de psychothérapie qui va être qui va être cohérent avec la thérapie psychédélique. Et combien de temps ça dure la période sous psychédélique? Il y a une surveillance de 6 heures. D'accord. Voilà, ouais. Et donc au bout des 6 heures, dans la plupart des cas, les effets sont largement redescendus. Bien sûr, s'il nécessite un peu plus de surveillance, évidemment, on reste. Moi, on me pose souvent la question de me dire « Ah oui, d'accord, les psychédéliques en thérapie, mais alors j'imagine c'est des faibles doses. » Souvent, c'est ce qu'on me pose comme question. Et en fait, là, c'est pas le cas. Là, c'est des fortes doses, n'est-ce pas? C'est ça, oui, c'est super intéressant ce que tu dis, parce que on se dit, on va le consommer comme un médicament chaque jour, par exemple comme un antidépresseur, on va en prendre un petit peu chaque jour. Et là, en fait, c'est un peu contre-intuitif. Moi aussi, quand j'ai lu les premières études sur ça, je me suis dit, quoi, on le donne que 2 fois et ça va marcher pendant des mois. C'est assez bizarre, en fait. On se dit, d'accord, peut-être qu'il peut aller mieux pendant 24 heures, mais pourquoi ça reste? Et justement, une des explications possibles de pourquoi ça reste, c'est que il y a eu une prise de perspective sur les choses différentes et intense,
et ensuite qui va devoir être travaillé en psychothérapie ensuite pour que les changements initiés ils soient perpétués. Ça va pas être automatique. Et le lendemain, ouais, ça j'en ai pas parlé, le lendemain de la session, il y a une séance qu'on appelle d'intégration, où en fait, pareil, c'est le patient qui va raconter ce qu'il a vécu. Vraiment, le thérapeute est dans une posture assez extérieure. Et ensuite, justement, on va essayer d'aider à faire des liens avec son quotidien et dire, ah bah tiens, en quoi ça, ce que vous avez vécu, ça pourrait vous aider, ou bah il y a eu ce sentiment, mais est-ce qu'il pourrait être utile peut-être pour plus tard. Ok. Et j'avais j'avais parlé des intentions qu'on mettait. Ouais. Ouais. Oui, ça, oui, des intentions, oui, qui doivent être Avant toujours la positives. séance. Oui, bien sûr, oui, ça, Hmm. j'en ai parlé. Et combien de patients vous visez sur l'étude? Et ce serait 30. 30 patients. 30 avec une partie dans la dose 1 mg et une partie dans la dose 25 mg. D'accord. Donc ça, c'est des patients qui ont la pathologie Mhm. et en contrôle. Pareil, 30-30. Il n'y a pas de Alors, contrôle. ouais, c'est que des Oui, patients pardon. qui sont avec un trouble de Ok, l'usage de ok. l'alcool et Non, mais ça une servira à pathologie rien de le faire dépressive. avec. Ok. Ok. Ouais. Ok, super intéressant. Merci, Paul, pour cette explication. Maintenant, je voudrais un peu plus parler justement de vos équipes. C'est-à-dire que Paul, aujourd'hui, tu es dans une clinique, du coup, c'est ça? Ou un hôpital? C'est Un un hôpital hôpital. qui dépend du CHU de Nîmes, ouais. D'accord. Est-ce que tu pourrais raconter un peu la personne qui t'encadre Mm. et un petit peu les différentes personnes qui sont impliquées dans ce projet-là, leur nom, un petit peu ce qu'ils font? Ouais, tout à fait. Bah, c'est le docteur Luquins, Ok. c'est elle qui a porté cette étude donc depuis près de 2 ans, donc elle fait énormément de démarches pour que cette étude Hmm. puisse avoir lieu. Donc c'est elle qui gère cette étude. Dans l'équipe également, bah, on va être principalement 4. Il y aura également un autre médecin Mhm. et une psychologue également. D'accord. Voilà, donc on va être à 4 à travailler là pour le début de cette étude. Moi ensuite, je quitterai l'étude dans quelques mois en lien avec la fin de mon stage et justement il y aura peut-être aussi d'autres personnels psychologues ou médecins qui viendront aussi reprendre ce travail-là. Ouais. Ok, super. Et toi, Romain, dans quelle équipe tu te situes et est-ce que tu as un lien avec la clinique, toi, de ton côté? Alors ma thèse est co-dirigée. Il y a, disons, une grosse partie de ma thèse qui se passe, donc, comme tu l'as dit, au Centre de recherche sur la cognition animale, et plus particulièrement dans l'équipe Remember, qui est une équipe qui travaille sur les troubles neurodégénératifs, sur la maladie d'Alzheimer. L'équipe et le laboratoire est dirigé par Claire Rampon. Et il y a Bruno Guillard, qui est mon directeur de thèse, qui lui travaille plutôt sur les troubles anxio-dépressifs et sur la psychopharmacologie. Donc on s'est rencontrés et il a accepté d'encadrer ma thèse. Et donc le reste de l'équipe et le reste du laboratoire ne travaillent pas sur les psychédéliques. Je suis le seul dans mon laboratoire à travailler dessus. Mais ça intéresse et l'accueil des autres chercheurs est plutôt bon et face en fait à la croissance du nombre d'études sur le sujet, je crois que ça attise la curiosité d'autres chercheurs qui Mhm. pourraient peut-être à terme se mettre à travailler aussi sur les psychédéliques. Et donc ma thèse est co-dirigée avec une partie en pharmacoépidémiologie, en addictovigilance par Anne Roussin, donc du Centre d'évaluation d'informations sur la pharmacodépendance, qui fait de la pharmacoépidémiologie. Donc là, c'est plutôt l'étude en population des usages de médicaments ou de produits psychotropes. Et ça, c'est un aspect c'est une structure qui dépend du Centre d'investigation clinique de Toulouse avec de la pharmacologie clinique. Donc là, il y a un aspect clinique et l'idée de ma thèse, c'est de faire justement communiquer les deux. La partie préclinique dans un premier Mhm. temps pour à terme évoluer vers une partie clinique et envisager, comme le fait Paul, une administration chez l'humain après. Ok, super. Et t'es en quelle année? Alors là, je suis en quatrième année d'internat et en troisième année de thèse, qui veut dire que ça commence à être le rush et qu'il ne me reste pas beaucoup de temps pour finir ma thèse, quelques mois tout juste. D'accord, ok. Parfait. Merci beaucoup pour toutes vos interventions. Maintenant, je vais vous poser des questions un peu plus
par rapport à votre parcours et surtout à quel moment vous êtes arrivé à travailler sur les psychédéliques? Ouais, donc ouais, pour moi, c'est arrivé assez tard l'intérêt pour les psychédéliques parce que dans mes premières années de médecine, c'est des thérapies dont on parlait pas du tout. Même dans par exemple, les livres de psychiatrie, il n'y avait même pas un petit paragraphe sur ça, quoi. Donc c'était vraiment inconnu, mais j'avais vu pareil quelques articles sur Internet. Et ce qui m'a pas mal intéressé, que c'est en fait à la frontière entre plein de disciplines, l'étude des psychédéliques, parce que il y a de la neurobiologie vraiment hyper scientifique, pure et dure, des choses des imageries très compliquées, avec de l'anatomie. Et à la fois, il y a le côté aussi phénoménologique, avec l'expérience subjective des personnes, et d'essayer de faire le lien entre le subjectif, un peu même, voire le spirituel, et un truc très neurobiologique. Je trouve que c'est assez unique. Hmm. Et que du coup, bah, il y a des personnes qui ont parlé de psychédéliques aussi bien qu'ils soient neurobiologistes, qu'ils soient historiens, qu'ils soient médecins, et ils vont apporter leur connaissance, et il n'y en a pas un qui va mieux connaître, c'est juste différemment. Et voilà, c'est un peu cette diversité en fait qui m'a pas mal parlé là-dedans. Et puis, bah oui, le fait que ouais, ce soit à la fois nouveau, mais qu'il y ait une grosse histoire derrière, Hmm. je Ouais, trouve ça super, je comprends entièrement. super intéressant. Et toi, du coup, Romain? Et moi, je te rejoins pas mal sur cette diversité des disciplines qui peuvent aborder la question, qui crée un objet assez fascinant. Mais pour ma part, de manière plus personnelle, j'ai toujours été un peu attiré par la question des usages de drogue depuis en fait que je suis au collège, lycée. C'est toujours quelque chose qui m'a intrigué. Mais d'un point de vue sociologique, d'un point de vue comment des personnes vont consommer des drogues, qu'est-ce que c'est qu'une drogue? Et puis, en faisant mes études de pharmacie, je me suis dit que j'étais intéressé par la psyché, par la psychologie. Et donc, les substances qui agissent sur la psyché, ce sont des psychotropes. Et donc, j'ai voulu travailler en pharmacie un peu sur la question des drogues. Et en couplant ça avec un cursus en anthropologie, je me suis dit, travailler sur les usages anciens de psychotropes. Et donc, je suis allé vers le chamanisme et vers les psychédéliques. Et en fait, ça fait écho à plusieurs disciplines, plusieurs champs de recherche. Et puis même d'un point de vue culturel, en fait, où moi, ça faisait écho un peu aux années 60, 70, de la représentation que je pouvais avoir des usages de ces substances par le mouvement hippie, par le rock. Ouais. Donc voilà, tout ça m'a attiré. Et en fait, aujourd'hui, d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est un champ d'investigation qui est en plein développement Hmm. et donc sur lequel il y a plein de choses à faire. Et voilà. Ouais. D'en faire ton métier, en fait, derrière aussi. Oui, oui, et je pense que il y a du travail pendant des Hmm. décennies encore sur Ok. ces substances, et je pense que je pourrais peut-être en faire toute ma carrière, Ouais. certainement. Ouais. Bon, bah, super. Bon, du coup, on va un peu reparler des effets un petit peu, des effets secondaires ou des effets Mm. négatifs, ou je sais pas comment on appelle ça, Indésirable. indésirables, des psychédéliques, pour quand même en parler, c'est important. Mm. Euh, je vous laisse le champ libre là-dessus. Mm. Je vais initier sur ça. Donc, des effets négatifs, il y en a. Enfin, il y a eu des études qui ont répertorié tous les effets secondaires. Ce qui revient assez fréquemment, par exemple dans les motifs de consultation aux urgences, tout simplement, Mhm. suite à des consommations de psychédéliques. Ça va être des anxiétés, nausées, vomissements, principalement. Euh, Il y a des convulsions qui ont été rapportées. Après, est-ce qu'elles sont dues uniquement aux psychédéliques ou à des co-consommations? C'est assez compliqué de faire la part des choses. C'est des choses Hmm. qui sont quand même globalement peu rapportées. D'accord. Enfin, les effets secondaires, on va dire, graves ou qui nécessitent une hospitalisation, sont quand même très peu fréquents. D'accord. Je sais pas si tu avais un ordre d'idée de statistiques à ce niveau-là, je voudrais pas dire de bêtises, mais c'est quand même des choses qui sont peu fréquentes sur les consommations dans la population générale. Oui, 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 en effet. Après, il y a le principal effet indésirable qui est relativement fréquent, c'est celui de bad trip, d'expérience, comme tu l'as dit, angoissante, terrorisante, de peur, et
où la cognition, l'état de conscience de la personne va être altéré et où il peut y avoir des difficultés de jugement, des accidents. Donc ça, c'est quelque chose qui arrive assez régulièrement dans plein voilà, de lieux de consommation dans les festivals où des personnes vont un peu avoir du mal à gérer les effets et vont tomber dans quelque chose d'assez effrayant. Euh, et puis, ce qui peut arriver dans de rares cas, mais qui contre-indique pour une population quand même l'usage des psychédéliques, c'est des risques de développement d'épisodes psychotiques. Et donc là, c'est plutôt tous les patients qui sont à risque, que ce soit qui ont des antécédents personnels ou des antécédents familiaux de psychose, de schizophrénie ou de troubles bipolaires. Là, il y a un risque quand même plus élevé qu'en population générale de développer un épisode psychotique qui va se terminer souvent avec un passage aux urgences psychiatriques, avec un traitement antipsychotique pour gérer l'état psychotique. Et puis après, il y a des troubles cardiovasculaires aussi, avec une augmentation de la fréquence cardiaque, de la tension artérielle. Et ça, c'est souvent au moment de la prise, et donc c'est réversible et c'est temporaire. Oui, c'est ça. Disons que les effets finalement secondaires les plus bruyants vont être plus psychologiques. Les effets physiques graves sont quand même très rares. Il y a des effets sur le moment, mais disons que les doses létales de psychédéliques sont extrêmement élevées par rapport à celles qui sont utilisées, que ce soit en clinique ou en population générale. Il va y avoir peu de risques d'intoxication aiguë mortelle, quoi. Ok. Quasiment pas. Mais en effet, ouais, les risques psychologiques sont quand même existants, et notamment chez des personnes qui vont être plus ou moins vulnérables, où il peut y avoir donc un risque de bad trip, mais aussi une expérience qui peut être forte, intense, ça peut aussi être déstabilisant pour la personne. Alors, d'un point de vue aigu, où la personne va vouloir que, par exemple, son expérience s'arrête, et donc chercher des ressources, ou va avoir un comportement complètement agité, et un peu, on peut retrouver le côté psychotomimétique, où la personne va être dans un état désorienté totalement, qui peut donc là conduire à des accidents. Et puis, un petit peu de manière durable aussi, ça arrive que des personnes soient choquées par ce qu'elles ont vécu, et donc qui puissent avoir une trace un peu quand même de cette expérience psychédélique. Et il y a quelques cas de littérature qui montrent des personnes qui, suite à une expérience psychédélique, vont en fait avoir plus de dépression, plus d'anxiété. Il peut y avoir des idées suicidaires. Voilà. Donc, et c'est là où en fait le cadre, l'environnement, le set and setting va pouvoir aussi limiter la survenue de nombre d'effets indésirables. Ouais. Et c'est ça qui est super intéressant en faisant des études cliniques aussi, bien encadrées, c'est qu'on arrive à avoir les informations sur chaque personne, ce qu'elles ont vécu, et pouvoir faire un réel point de vue objectif qui est différent de ce qu'on peut avoir dans une pratique, comment dire, en festival ou quoi, où on va être, ou même dans les références aux urgences, où on va pas avoir tous les effets. Bien En sûr. fait, là, on va pouvoir, grâce à ces études-là, en savoir plus sur les proportions vraiment quantifiables, sur quel type de population, et pour vraiment avoir un avis objectif là-dessus. Alors oui et non. Oui, c'est sûr qu'on peut, en faisant un essai clinique, considérer beaucoup plus les effets et les noter, les notifier et dire voilà, on a eu tel. Et souvent, il y a beaucoup plus d'effets indésirables qui sont notés dans ce type d'études, d'essais cliniques. Mais on est sur une population particulière, sur une population qui est sélectionnée avec des doses qui sont précises. Et donc, en fait, c'est un univers, l'essai clinique, qui est extrêmement contrôlé. Et donc, il y a moins d'effets indésirables en essai clinique. Et en fait, c'est pas la population, justement, c'est pas les usages qu'on retrouve en population, et c'est pas la réalité. Et donc, en fait, ça va être un biais, justement, ce qu'on trouve dans les essais cliniques, qui va pas forcément être translationné en population globale, quoi. Ouais, ok.
Ok, ok. Et du coup, on va un peu parler. Paul, il me semble que tu voulais rajouter des notions par rapport à la neurobiologie ou le mécanisme d'action. Oui, c'est ça. Bah, comme on disait, il y a pas mal de pistes possibles sur pourquoi les psychédéliques pourraient avoir cette Hmm. efficacité, et justement sur des prises ponctuelles. Ouais, ce qui est, comme on disait, assez contre-intuitif. Mais si on reprend un peu ce dont je discutais un peu au début du podcast, où en effet, il y avait ce modèle où les fonctions supérieures vont un peu prédire Mhm. la réalité. Et en fait, on va avoir un peu, enfin, le modèle du codage prédictif un peu dit que on a un peu des préconceptions sur le monde, donc un peu une perception de la réalité qui est déjà prévue, et ensuite il y aura des erreurs de prédiction. Ça, c'est ce qu'on disait Hmm. un peu tout à l'heure. Et du coup, il va pouvoir y avoir des schémas cognitifs bah, qui vont faire du mal à la personne. Par exemple, on voit dans les pathologies, notamment bah, la dépression, l'addiction, euh, des schémas ancrés dans les fonctions supérieures. Par exemple, je suis moins valable que quelqu'un Ouais. d'autre, je ne vais pas m'en sortir. Mhm. Et ça, justement, c'est des schémas qui vont pas être balayés par les psychédéliques, c'est pas aussi Mhm. simple, mais qui vont pouvoir être remis en cause par justement le fait qu'il y ait toutes ces erreurs de prédiction qui arrivent, et que ces schémas, en fait, vont devenir plus malléables Mhm. pendant un temps. Et, euh, et donc, justement, après, le patient va pouvoir peut-être se dire, ah ben finalement, ce schéma-là, j'y adhère peut-être moins qu'avant. Et là, on va essayer de travailler quelque chose avec lui. Donc c'est un des mécanismes plutôt sur le versant psychologique, mais que je trouve assez parlant, Ouais, de carrément. pourquoi les psychédéliques pourraient aider dans les maladies psychiatriques. Il y a aussi d'autres hypothèses, par exemple sur la plasticité cérébrale, donc peut-être la création accrue de nouvelles synapses, de nouvelles connexions entre les neurones, des effets sur les axes endocriniens, sur les hormones, des effets sur l'inflammation. Donc c'est Mhm. des choses qui sont investiguées, qui sont mal connues. Et, euh, et ça vient un peu sur une question que beaucoup de chercheurs se posent. C'est en fait, est-ce que les effets subjectifs intenses, justement, l'expérience psychédélique intense, est-ce qu'elle est nécessaire ou pas à la guérison? Mhm. Donc c'est une question qui n'est pas encore débattue. Il y a certaines équipes qui peuvent se poser la question de se dire, est-ce qu'on développerait pas un médicament donc, qui a toutes les caractéristiques d'un psychédélique, mais qui va pas faire les symptômes subjectifs, les changements de perception dont on parlait. Mm. Parce que dans certains cas, en fait, c'est considéré comme étant indésirable. C'est-à-dire que l'effet psychédélique, on l'a vu, nécessite un encadrement, va entraîner un changement des perceptions. Ça va être coûteux pour faire cet encadrement de 2 personnes pendant 6 heures. Et éventuellement problématique. Donc certains disent, bah tiens, est-ce qu'on mettrait pas par exemple les personnes en anesthésie avec un psychédélique? Est-ce qu'on Mhm. mettrait pas un antagoniste de 5-HT2A pour éviter les effets psychédéliques? Ou il y a même des industriels qui se disent, bah, est-ce qu'on ferait pas des analogues de psychédéliques sans l'effet Mhm. psychédélique? Et comme ça, on pourrait prendre la substance sans cet effet indésirable psychotrope. C'est ça. Sauf que d'autres disent qu'en effet, c'est un effet en fait souhaitable, cet effet psychédélique, parce qu'il rentre en compte dans l'efficacité Mm. thérapeutique. En fait. Oui, c'est ça que le changement mis en place par le patient, ça c'est justement c'est cette deuxième idéologie, que le changement mis en place par le patient, il va passer par cette expérience intense et par le fait qu'il va pouvoir changer de perspective et remettre en cause ses schémas et vivre des choses différentes. Et c'est ça qui va être la clé de l'amélioration. Donc c'est des choses qui sont encore, encore assez débattues. Ouais. Ouais. Et au-delà du psychologique, il y a même certaines équipes de recherche qui proposent qu'en fait, l'expérience intense provoque, comme tu l'as dit au début du podcast, un peu des sentiments qu'on pourrait rapporter à la spiritualité, à la métaphysique. Et qu'en fait, ces expériences transcendantales, avec différents adjectifs qui peuvent la caractériser, comme des sensations océaniques, des sensations de fusion ou d'unité, etc., de transcendance de l'espace ou du temps. En fait, tout ça peut provoquer en soi des sentiments positifs, mais aussi, à terme, un peu bouleverser les représentations de l'individu. On peut parler parfois de choc
ontologique de l'être, du rapport entre les êtres et de sa conception même de son quotidien. Et que ça, il y a certaines équipes, notamment états-uniennes, qui ont montré que c'était corrélé, en fait, à l'amélioration thérapeutique. Et plus les gens vivaient une expérience selon une échelle, c'est scoré, c'est l'échelle de l'expérience mystique, plus c'était intense cette expérience mystique, plus il y avait de chances d'avoir une amélioration des symptômes. Wow. Ouais, je trouve que c'est intéressant de parler, on l'a un peu évoqué, du sentiment on dit self, du moi, qui va être fortement, enfin profondément modifié pendant l'expérience psychédélique, où justement on voit même sur des imageries que certains réseaux, notamment le réseau du mode par défaut, qui va être vraiment basé sur l'ego et les pensées sur soi-même, va pouvoir être pas mal modifié pendant cette expérience psychédélique, et que le sentiment de moi va être modifié et souvent disparaître. Donc c'est ce qu'on appelle la dissolution de l'ego, qui est une notion assez centrale dans les expériences psychédéliques, mais très difficile à décrire, où les personnes vont décrire qu'elles vont un peu perdre cette sensation de moi au profit d'une connexion au monde environnant plus grande. Donc c'est là qu'on va avoir un peu, comme tu disais, des notions de sentiment d'unité océanique ou d'expérience mystique. Wow. Donc et justement ça peut faire un lien assez logique avec une amélioration sur ce type de pathologie-là, l'anxiété, la dépression, les addictions, il y a quand même beaucoup de ruminations qui sont basées sur soi, quoi. Enfin, les personnes qui vont mal au niveau psychiatrique, c'est parce qu'ils ruminent beaucoup sur eux. Oui. Enfin, une partie des pathologies psychiatriques, c'est parce qu'ils ruminent beaucoup sur eux. Et là, justement, les personnes pourraient perdre un peu de leur soi sur le moment pour gagner peut-être un peu le monde, c'est super le monde extérieur. Super intéressant. Et du coup, est-ce que, peut-être je pars un peu dans un autre sujet, du sens en fait. C'est-à-dire que on parle souvent dans les approches, en tout cas moi, autour de moi, on parle beaucoup de sens qu'on apporte dans son travail, le sens qu'on apporte à la vie, du sens qu'on a dans cette société, de moi, qu'est-ce que je sais, à quoi je sers dans cette société, ou quelle est ma place au sein de cette société-là, par notre activité justement professionnelle, ou associative, ou ce que vous voulez. Mais est-ce que dans ces expériences-là, psychédéliques, on parle aussi de cette notion de qu'est-ce que j'apporte comme sens à la vie. Parce que, j'ai eu quelques amis qui m'ont fait des retours par rapport à des expériences sous psychotropes, et justement qui m'ont dit « Ah, j'ai mieux compris. Qu'est-ce que c'était ma place dans ce monde, ou quelle décision je devais prendre, en fait. » Ouais, justement, c'est quelque chose qui est assez étudié. Là même, par exemple, dans l'étude dont je fais partie, on fait passer un questionnaire qui s'appelle le Meaning Life Questionnaire, qu'on va faire passer avant et après, avec des questions qui sont juste êtes-vous en recherche du sens de la vie, ou avez-vous trouvé le sens de votre vie? Donc des choses qui sont quand même très globales. Et oui, il y a des personnes qui vont relater justement des changements de sens de leur vie, ou peut-être l'avoir plus trouvé ou modifié d'une certaine manière. Et on peut faire un lien justement, comme peut-être ça c'est des hypothèses. Oui, bien sûr, mais tout on est là pour discuter. Voilà, donc, c'est ça que comme le sentiment du moi peut se perdre un peu au profit de l'unité du monde environnant, mais peut-être que justement le sens de la vie pourrait être modifié par plusieurs biais, dont peut-être ce biais-là en lien avec le sentiment du moi. Ok. Wow. Et quand on essaie de caractériser un peu les effets des psychédéliques, il y a une variable, un aspect qui est le noétique. Et noétique, ça veut dire la sensation d'avoir acquis des connaissances à un niveau intuitif, ou la sensation d'avoir compris des choses. Et souvent, les personnes qui peuvent vivre des expériences psychédéliques intenses vont avoir saisi quelque chose, et parfois ils ont du mal à l'exprimer après. Et ils savent qu'ils ont compris quelque chose, mais ils savent pas vraiment ce que c'est, et ils peuvent pas le dire avec des mots, mais c'est une sensation un peu d'avoir touché quelque chose de l'ordre de la vérité.
Bon, ça peut être difficile après d'appliquer au quotidien, mais c'est une sensation qui revient assez souvent quand même. Et qui peut être, oui, en elle-même agréable, puisque justement, une des caractéristiques aussi de l'expérience psychédélique, c'est l'ineffabilité, comme tu disais, le fait qu'on ne peut pas mettre des mots sur ce que les personnes ressentent. Donc déjà, c'est déjà assez compliqué, ça devient compliqué du coup de caractériser l'expérience quand une des caractéristiques c'est on a du mal à mettre des mots dessus. Voilà. Donc, Et ça me fait penser aussi à un sujet, notamment sur les sensations de mort imminente, où ouais. justement des personnes parlent du fait d'être passé à côté de la mort ou d'avoir connu des comas ou des sensations voilà, de mort imminente, quoi, qui disent qu'ils ont vu des choses, qu'ils ont vu que leur vie a changé, en fait, après cette expérience-là, qu'on sait qu'il n'est pas induite par des substances, du coup, Mm. qui est interne, endogène. Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux expériences-là? Oui, il y a des liens hypothétiques, il y a plusieurs personnes qui essayent de comprendre justement, mais en termes phénoménologiques, en termes de vécu subjectif, il y a des liens. Et comme tu l'as dit, moi j'avais jamais fait attention à ça, mais en effet, après une expérience de mort imminente, des personnes vont avoir leur vie qui va changer, ils vont se mettre à une activité Hmm. artistique, ils vont se mettre à faire évoluer leurs relations. Et en fait, c'est un peu ce qu'on peut retrouver aussi Hmm. dans certains cas avec les psychédéliques. Et après, en termes de vécu vraiment cognitif et sensoriel, il y a de grandes similarités. Il y a Hmm. par exemple une étude de Timmerman qui a essayé de faire le lien entre les caractéristiques de l'expérience de mort imminente, donc tout ce qu'on peut avoir comme image un peu culturelle de ce que c'est qu'une EMI, un tunnel blanc, voir des anges, des gens qui nous parlent, être dans voilà, une lumière blanche bienveillante d'amour, et versus des expériences, lui, il étudiait la DMT et la 5-méthoxy-DMT. Et il voyait qu'il y avait, et la kétamine aussi, et il voyait qu'il y avait une concordance un peu Hmm. entre ces états-là. Et il y a même eu des hypothèses de Rick Strassman, un psychiatre américain, qui propose que au moment de la mort, on ait une sécrétion Hmm. de DMT, comme le disait Paul tout à l'heure, qui se trouverait dans la glande pinéale et qui pourrait être sécrétée au moment de la mort et en fait participer à ces expériences de mort imminente. C'est pas tranché, pour l'instant, ça reste des Ouais, hypothèses. carrément. Ouais, c'est ça. Tu voudrais rebondir, Paul, là-dessus ou pas? Euh, bah, pas Ok. sur les expériences de mort imminente, justement, t'en as super bien parlé. Euh, oui, après, sur quelques éléments encore de mécanismes possibles d'efficacité. Enfin, moi, ce que j'ai pu pas mal, bah, notamment dans mon début de travail de thèse, un peu des traits communs que j'ai pu voir, enfin, observer chez des personnes. C'est pas quelque chose de forcément représentatif qui s'applique à tout le monde, mais disons que les personnes ont plus l'air de se dire, ok, ce traitement m'a fait vivre des émotions fortes, euh, et souvent ils les opposent avec le traitement psychiatrique classique, qui est plus basé sur la suppression des symptômes. Ce qui veut pas dire qu'il y en a un qui est meilleur ou pas, mais que justement, je trouve que c'est deux traitements qui peuvent être complémentaires, puisqu'il y en a un qui va peut-être pouvoir faire vivre des émotions pour que les personnes puissent les accepter, passer certains caps, et parfois aussi des médicaments classiques pour pouvoir supprimer certains symptômes et permettre aussi d'avancer. Peut-être ces deux choses qui sont assez complémentaires. Parce que l'acceptation des émotions qui m'a bien servi dans cette expérience psychédélique pourrait finalement aussi me servir au quotidien. Ça, c'est des choses un peu que j'ai pu observer, mais c'est pas des choses chiffrées qui marchent forcément sur tout le monde, mais ça peut être peut-être un des chemins qui pourrait expliquer sur le plan vraiment psychologique pourquoi une expérience psychédélique forte pourrait améliorer ces personnes. Et tout à l'heure, je rebondis là-dessus, hein, parce que tout à l'heure, je disais que les bad trips ou les expériences négatives n'entraînaient pas forcément d'effets thérapeutiques, mais dans certains cas, justement, comme tu le dis, c'est voilà, à modérer, parce qu'en fait, parfois, en traversant une expérience très difficile, d'un cauchemar, ou des personnes, par exemple, dans les récits, vont parler de leurs démons ou de choses horribles, en fait, ça leur permet de mieux considérer leur quotidien après, avec un autre point de vue, une autre perspective, en se disant, ah, ok, j'ai connu le cauchemar, j'ai connu l'enfer, j'en suis sorti, j'ai trouvé des stratégies. Finalement, mon quotidien, je peux trouver d'autres stratégies pour affronter les difficultés de tous les jours. Et donc parfois un bad trip,
une expérience négative peut en fait se révéler être bénéfique au final. Oui, c'est ça. Par exemple, oui, il y a des récits assez extrêmes, un peu que j'avais, enfin, pas extrêmes, mais assez intenses que j'avais pu entendre, vraiment d'expériences très dures, où la personne a pu revivre des choses très très dures, et finalement, ensuite se dire, ah oui, j'avais pas réalisé à quel point j'étais mal et j'avais vécu des choses difficiles. Et donc ça, cette expérience, ça m'a aidé du coup à plus l'accepter et à avoir même plus d'indulgence envers soi-même, se dire, ah oui quand même, bon bah mon anxiété, elle vient pas de rien. J'ai vécu les choses difficiles, je les ai revécues pendant cette expérience. Voilà, c'est quand même quelque chose de difficile et ça peut aider à améliorer certaines choses. Et puis parfois, souvent ce qui arrive aussi, c'est que les personnes peuvent revivre leur traumatisme passé, et donc avec une certaine reviviscence, une certaine euh, matérialité presque de ce vécu. C'est pas un simple souvenir qui passe, mais c'est revivre l'expérience traumatique, ce qui peut être extrêmement difficile, mais en même temps ce qui peut apporter parfois bien une autre perspective, un autre point de vue, et travailler sur ce trauma. Ouais, carrément. Ça me parle aussi, ça m'intéresse énormément ce genre de sujet. Et notamment, ça me fait penser beaucoup au TCC, en fait. L'exposition progressive face à un traumatisme pour pouvoir euh, appréhender mieux et pouvoir vivre, traiter les PTSD, notamment. Pour justement l'exposition progressive, pour justement comprendre soit que l'événement qu'on a vécu était vraiment très intense et que du coup d'être plus empathique envers soi-même, mais surtout de revivre pour se prouver à soi-même qu'on est capable de reprendre le dessus sur la situation et de gérer ses émotions et aussi donc de soigner son PTSD. Et aussi il y a l'EMDR aujourd'hui qui est beaucoup en vogue sur justement les traumatismes qui ne sont pas traités au niveau de la mémoire de façon correctement. Ça a été étudié, notamment avec l'amygdale et l'hippocampe. Et en fait, l'EMDR, par les mouvements au niveau des yeux, permettrait de replonger un petit peu dans son trauma, replonger dans cet événement stressant pour l'intégrer de façon beaucoup plus saine et moins émotionnelle. Et juste en faire un espèce de constat, j'ai vécu ça. Et plus de se dire j'ai vécu ça, ça me fait du mal. Et travailler cette mémoire traumatique. Et donc ça serait aussi des stratégies qui sont en cohérence et cohésion pour justement avoir plus d'outils en fait aujourd'hui pour les patients en fait. Ce qui est intéressant sur le PTSD et les psychédéliques, ça a été aussi pas mal étudié. Il y a une indication qui ressort beaucoup, qui est la MDMA. On en a peu parlé, qui est pas classée parmi les psychédéliques classiques parce que ben, ses effets sont... Il y a certains effets communs avec les thérapies, avec les psychédéliques classiques, certains effets qui sont différents, une pharmacologie qui est différente, mais avec quand même une petite action 5-HT2A, comme on discutait, une petite action sérotoninergique. Et justement, elle peut être utilisée dans les PTSD pour associer ce souvenir traumatique à un moment plus empathique, avec une réduction de la peur, qui ont des propriétés assez euh, principales de la MDMA, et pouvoir aussi améliorer du coup le vécu de ce souvenir et plus le relier à des sensations plus positives. Donc c'est une indication qui est en fait une des plus étudiées. Alors tu me dis si tu me trouves pas, mais il me semble que la première en fait étude de phase 3 sur les psychédéliques, c'est la MDMA dans le truc de stress post-traumatique. Et donc qui est un peu un à côté des psychédéliques, mais qui est quand même dans la mise en place de la thérapie et dans le set setting fait de la même manière. Est-ce que vous voudriez parler d'un autre sujet, enfin d'un autre sujet, des psychédéliques, mais quelque chose que vous voudriez aborder dans ce podcast-là? Après, on parlera bien sûr évidemment des associations, des chercheurs aujourd'hui à aller voir ou des références bibliographiques. Mais avant de parler de tout ça, est-ce que vous voudriez aborder des sujets autour de ce thème qui vous a parlé autour? Oui, en fait, tout à l'heure, tu avais posé une question à laquelle on n'a pas répondu concernant les artistes. Et je pense que là, on a parlé pas mal de neurobiologie, de psychologie, psychiatrie, etc. Mais les psychédéliques sont aussi donc, des substances qui ont imprégné un peu le monde artistique, la population générale.
Et en fait, je trouve ça assez intéressant de pouvoir aussi un peu étudier, que ce soit la littérature, avec la poésie, avec la philosophie qui touche au psychédélique, ou aussi les arts visuels, le cinéma, la peinture. Et en fait, il y a quand même énormément voilà, de personnes qui ont essayé de représenter ce qu'elles vivaient sous psychédélique. Et ça, c'est aussi tout un champ d'investigation pour mieux comprendre, en fait, qu'est-ce qui se passe. Parce que, comme on l'a dit, c'est parfois une des caractéristiques, c'est l'ineffabilité, la difficulté à trouver des mots pour exprimer ce que c'est. Mais quand une personne a fait des études de lettres, quand elle maîtrise la littérature, bah, elle va avoir une plus grande facilité pour poser des mots sur l'expérience Mhm. psychédélique. Et on peut lire voilà, bon, des ouvrages classiques comme Aldous Huxley avec Les Portes de la Perception, où va essayer de trouver les mots justes pour décrire. Et on voit des fois que selon les époques, on va avoir eh bien, des différences un peu sur les personnes, sur les récits qui vont être donnés. Mais voilà, c'est vrai que l'art, puis il y a aussi la musique évidemment, qui est tout un champ d'expression euh, qui va essayer d'exprimer parfois les effets psychédéliques qui sont assez intéressants. Et ça me fait penser aussi au monde de l'entrepreneuriat et aussi du monde de la Silicon Valley, où il y a eu beaucoup de communication sur le microdosage des LSD pour justement think out the box. Et c'est très, ça a eu un impact quand même médiatique énorme chez les entrepreneurs, chez les personnes qui voulaient créer des nouvelles idées, etc., d'un point de vue créativité, dans les mondes créatifs, etc. Où il y avait un peu limite en dire, si vous voulez avoir de la créativité accrue, allez vers ça, quoi. Mm. Et c'est vrai que bah, moi, du coup, étant donné que je suis dans le monde des startups, j'ai rencontré plusieurs entrepreneurs du coup qui me racontaient et que toi, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que tu penses que en tant que neuroscientifique, ça pourrait être intéressant pour faire exploser mon chiffre d'affaires grâce à des nouvelles idées magiques? Donc je trouve ça assez marrant de voir aussi cet impact au niveau de la société et d'un point de vue purement dans le monde en fait de l'entreprise ou même dans le monde des finances. Enfin, il y a plein de mondes où il y a des gens qui travaillent avec des heures colossales et aussi où ils ont besoin des moments de créativité. Et pour le trouver, il y avait cette argumentation autour des psychédéliques qui était assez drôle. Voilà, Ouais, c'est intéressant de voir encore comment les psychédéliques Ouais, s'introduisent dans beaucoup beaucoup de de. domaines différents. Par exemple, tu parles de la finance, on Mm, ne peut pas forcément faire de lien directement, mais mm. là, justement, ouais, ce lien qui peut être fait par certaines personnes, bon, après que le chiffre d'affaires soit augmenté Ouais. instantanément, ça semble assez idyllique, mais voilà, que ça puisse être utilisé pour la créativité, Ouais. c'est plausible. Ouais. T'as mentionné le microdosage, et c'est vrai que c'est une pratique qui est à la mode, euh, qui est assez connue, qui a été médiatisée et qui est partie notamment de la Silicon Valley. L'idée, c'est de prendre souvent un dixième d'une dose psychotrope active où la personne ressent des effets pour ne pas ressentir d'effets, et que ça devrait un peu, en prenant de manière quotidienne, chronique, pendant plusieurs semaines, parfois mois, améliorer différentes euh, facettes de la personne, améliorer sa créativité, ses relations sociales, son bien-être, son Mm, humeur. mm. Bon, et en fait, le microdosage, là, de tout ce qu'on parle des effets thérapeutiques depuis le début de cette émission sur les effets thérapeutiques des psychédéliques, on parle pas de microdosage. Mm. Et en fait, aujourd'hui, le microdosage, on pourrait se dire, c'est plus facile, il n'y a pas d'effet psychédélique intense, on prend des petites doses, mais on peut garder son quotidien. On pourrait se dire, c'est mieux. Sauf que il n'y a pas d'études scientifiques randomisées, en double aveugle, donc avec un niveau méthodologique suffisant, qui a permis de montrer que le microdosage avait une efficacité thérapeutique notable. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, c'est assez populaire oui, justement, dans la population, parce qu'on se dit, oui, c'est un peu comme un médicament, comme on disait tout à l'heure, c'est peut-être plus logique de faire ça plutôt que des grosses doses, mais en effet, ouais, ça n'a pas été forcément prouvé que ça marchait Ouais. mieux. Il y a beaucoup de récits de personnes que ça a aidé, d'autres que ça n'a pas aidé. Moi aussi, pas mal de patients que j'ai interrogés dans le cadre de ma thèse, mais qui ont fait du microdosing. C'est une bonne partie. Et d'ailleurs, enfin, les études euh,
en population en général, donc hors cadre médical, sur un peu les motivations des personnes. Elles ont été beaucoup réalisées dans le cas des personnes qui faisaient du microdosing. J'ai eu du mal à trouver des Ouais. études qui parlaient justement de tout dosage différent. C'était très axé sur le microdosing. Mm. Et, Et je voulais voilà, rebondir sur l'aspect effet placebo, du coup, qui est super intéressant sur cette molécule, du fait qu'il y a eu Ouais. un gros impact médiatique Ouais. et de cette conviction de certaines personnes suite à la consommation de cette substance, dans du microdosing par exemple, où ils limite donner de la valeur à leur créativité par le biais de cette substance. Du coup, par la conviction en fait qu'on voit de dire à l'autre, regarde, c'est génial ce que ça peut faire, on a une optimisation, une espèce d'effet placebo qui est assez colossal euh, et qui peut aussi du coup nous biaiser totalement sur euh, certaines expériences de microdosing chez certaines personnes. Oui, c'est ça, ça concerne le microdosing et pas seulement. C'est vrai qu'un des effets aussi importants des psychédéliques, c'est la suggestibilité. Donc forcément, d'un côté, schématiquement, on peut dire, quand on a envie que ça marche, ça va marcher. Du Ouais. coup, ça peut faire cet effet de super placebo. Ouais, Mais du coup, c'est ça. si ça marche, aussi, on peut se dire, bah, c'est positif et Ouais. c'est gagné. Mais c'est vrai qu'en ce moment, l'image des psychédéliques, elle change énormément. Là, on a pas mal parlé de l'histoire, mais en ce moment, ça change énormément. Et j'ai pu être en communication avec beaucoup de patients, de personnes dans le cadre de ma thèse, bah, qui ont comme espoir un espoir énorme envers les psychédéliques, Mm. et même qui voient ça un peu comme une chose de la dernière chance. Donc vraiment, il y a un énorme espoir qui est mis sur les psychédéliques et une vision qui est vraiment de beaucoup, beaucoup plus positive euh, actuellement, et dont il faut aussi prendre avec mesure que ce changement, bah, il va impacter beaucoup de choses et le prendre avec mesure et pas le voir bien sûr comme le traitement miracle, Bien sûr. mais peut-être essayer de se dire ah, est-ce que ça pourrait être une chose en plus pour aider certaines personnes, pas toutes, peut-être, pas tout le temps, certaines personnes. Des fois, je prends l'exemple un peu de l'histoire de la psilocybine et ça va peut-être permettre de un peu conclure ou synthétiser, mais du coup, il y a plusieurs millénaires, c'était considéré comme un champignon divin, ou même plusieurs centaines d'années, siècles, décennies même, au Mexique, la chair des dieux, comme un produit extrêmement sacré. Puis c'est devenu un médicament, puis c'est devenu un produit de consommation dans la culture américaine, puis c'est devenu une drogue extrêmement interdite et considérée comme genre extrêmement dangereuse et donc interdite au niveau international. Puis c'est devenu un objet de recherche et aujourd'hui c'est utilisé en microdosage par des entrepreneurs pour booster leur créativité et leur rendement et peut-être que demain ce sera de nouveau un médicament. Et donc il y a vraiment en fait un spectre énorme pour une seule et même substance et on voit que selon la culture, selon l'époque et que ça peut changer extrêmement vite, on va avoir un usage très différent et une représentation extrêmement variée de cette substance. C'est une très belle conclusion, je trouve, de finir sur ces paroles. Ouais, c'est ça, c'est super intéressant ouais, de voir que les psychédéliques sont présents dans beaucoup, beaucoup de sociétés, mais à une place un peu différente, mais toujours assez intéressante, souvent intense, mais ouais, vu de manière positive ou négative, et une place très différente en fonction des cultures. Ouais. Ben, en tout cas, merci beaucoup pour toutes vos explications. Je voudrais juste un petit peu parler, justement, on a parlé beaucoup de psychiatrie, on a parlé justement de pathologie psychiatrique, de dépression, d'alcoolisme et troubles le PTSD notamment. Est-ce qu'il y a d'autres champs d'application? Je pense aux soins palliatifs, je pense aux maladies neurodégénératives. Est-ce que vous avez des connaissances sur ces sujets-là pour un petit peu ouvrir sur d'autres sujets? Tout à fait, ouais. Alors, il peut y avoir des usages thérapeutiques, on va en parler, mais aussi des utilisations de psychédéliques sans visée thérapeutique. C'est-à-dire que ça peut aussi être considéré comme des outils pour, par exemple, étudier les états modifiés de conscience. Ça peut être des outils pour un peu étudier le fonctionnement cérébral, pour étudier la phénoménologie. Donc voilà, il y a déjà des études en psychologie, en neurosciences qui peuvent s'intéresser aux psychédéliques, non pas pour soigner, mais juste pour étudier le fonctionnement du cerveau.
Et après, oui, il y a pas mal d'études de chant sur... tu veux en dire quelques mots sur d'autres Oui, non, pour rebondir sur ça, justement, oui, ça peut permettre parfois de mieux comprendre un peu comment le cerveau fonctionne. Bah, je parlais avec ce... Comme ils illustrent un peu le modèle du codage prédictif dont je parlais, justement, ça peut être un outil pour un peu mieux comprendre. Bah, de voir comment le cerveau est perturbé, ça peut nous enseigner de comment il fonctionne d'habitude, donc c'est hyper intéressant. Et oui, comme champ possible, bah, l'anxiété de fin de vie, en effet, donc, qui est à la frontière entre les soins palliatifs, mais la psychiatrie, donc on reste quand même sur le domaine Ouais. de l'anxiété, un peu Mhm. des domaines dont on a parlé. Il me semble, là je m'y connais moins, mais qu'il y a eu certaines études sur les douleurs chroniques, Mhm. qu'on peut s'intéresser dans ce domaine-là. Et douleurs aiguës, notamment sur l'algie vasculaire de la face, où il y a certains patients qui expriment en fait leur amélioration suite à des consommations de psychédéliques qui peut Mhm. être utilisée en préventif chez ces personnes-là. Alors, il y a eu quelques études dessus, mais voilà, c'est un champ ouvert où d'autres études vont pouvoir venir. Mhm. Et puis, maladie neurodégénérative, pourquoi Ouais. pas Pourquoi pas? Pas beaucoup d'études pour l'instant. Je crois qu'il y a une étude sur Alzheimer qui a été lancée. On l'a pas dit, mais les psychédéliques, donc, on a dit qu'ils entraînaient une neuroplasticité, une connexion, plus de connexion entre neurones, mais aussi certaines études ont montré une neurogénèse, la croissance de nouveaux neurones. Alors, ça à prendre, voilà, ça a été fait sur des cerveaux de souris, à voir ce qu'il en est chez l'humain, mais peut-être que éventuellement, ça pourrait être utilisé dans certaines pathologies neurodégénératives, en effet. Après, pareil, il y a des personnes qui souffrent de troubles du spectre autistique, qui ont dans certains récits dit que ça pouvait améliorer un petit peu leur perception, leur rapport aux autres. Dans les troubles obsessionnels compulsifs, il y a aussi quelques études. Voilà, il y a quand même pas mal de champs possibles. Ouais, c'est ça. Et ce qui est intéressant, je trouve, sur les champs possibles, par exemple, en psychiatrie, va y avoir un domaine assez large de pathologies qu'on a citées qui vont être visées par ça. Et ce qui est intéressant comme vision qu'on peut aussi élaborer, c'est que les psychédéliques, on peut se dire qu'ils vont améliorer un bien-être mental et donc qui vont pas forcément avoir une action sur la pathologie directe, mais que en améliorant le bien-être mental, bah, des symptômes psychiatriques vont pouvoir euh, diminuer. Et après, ça peut forcément faire reconsidérer, mais qu'est-ce que c'est une maladie psychiatrique? Ouais. Euh, Qu'est-ce que c'est un symptôme psychiatrique et Mhm. qu'est-ce qu'on traite, quoi. C'est quand même assez Ok. intéressant aussi. Bon, ben, merci beaucoup encore une fois. Et pour finaliser le podcast, j'aimerais bien que vous fassiez chacun à votre tour, euh, une petite vers où déjà vous retrouvez si jamais vous avez des réseaux sociaux ou quoi que ce soit. Si jamais aussi vous connaissez des associations, je pense notamment à toi Romain, pour rediriger. Aussi par exemple au Rêve Party ou l'accompagnement qui se fait avec l'association. Mais d'autres bibliographies. Là c'est vraiment vous lâchez tout ce que vous avez et comme ça on peut finir en beauté quoi. Donc, moi, je pas particulièrement de réseau social sur lesquels je pourrais orienter en ce qui me concerne. Je pense que Romain a peut-être quelques Je suis pas non plus extrêmement présent sur les associations. réseaux sociaux, éventuellement sur LinkedIn. Bon, voilà, mais je travaille pas forcément une image pour l'instant médiatique, peut-être à terme. Mais des associations le font bien, en effet. Et c'est par exemple le travail de la Société psychédélique française Mm. qui fait un travail de médiation scientifique et culturelle sur la question des psychédéliques, donc qui essaye de d'avoir un lien avec la société et puis un lien aussi avec la recherche et qui essaye de stimuler la recherche scientifique. Notamment le 24 mai, il y aura une journée d'études sur les psychédéliques avec plusieurs chercheurs, chercheuses qui travailleront, qui présenteront leurs travaux à Paris, ce sera. Et puis la SPF a aussi édité un manuel de réduction des risques, donc là c'est plus à viser des usagers, usagères, qui explique un peu les risques associés à la consommation de psychédéliques et comment les réduire. Et puis donc en réduction des risques, il y a aussi plusieurs associations
qui travaillent donc en rave party ou dans des milieux non festifs. Et là, il y a une documentation qui est assez intéressante avec Technoplus notamment. On est à Toulouse, je parlais de l'association Corps et Âme à Toulouse, qui fait de la réduction des risques, et puis d'autres associations comme AIDS, et puis dans les CARUD, un peu partout en France, qui peuvent proposer un accueil pour discuter de ces consommations globalement de psychotropes, de drogues, mais aussi de psychédéliques. Et beaucoup de CARUD proposent aussi une analyse des substances, des drogues consommées. Donc ça, c'est aussi un point qui est intéressant, si jamais des personnes qui nous écoutent consomment des drogues, de faire analyser les produits en fait consommés pour savoir quels sont les produits présents à l'intérieur. Voilà globalement le tour des associations. Est-ce qu'il y en a d'autres Notamment la conférence qu'on a évoquée rapidement, est-ce qu'il y a d'autres représentations qui sont prévues? Alors on va jouer le 19 avril à Grenoble, donc ça c'est Psychonautes, les explorateurs de conscience par la compagnie Godema. On joue le 19 avril à Grenoble, on va jouer à Bordeaux le 12 juin, et puis après on va jouer à Paris en novembre, et on est ouvert à d'autres propositions de dates un peu Ok. partout en France. Donc, vous avez bien entendu, si jamais ça vous intéresse euh, d'avoir lors de votre événement une conférence de ce type, n'hésitez pas à contacter Romain Haquet sur LinkedIn du coup, préférentiellement. Et je vais juste finir le podcast sur... moi, pendant le podcast, ça m'a évoqué notamment le sujet qu'on a abordé avec Simon Thorpe. Si jamais vous voulez écouter un nouveau podcast avec Simon Thorpe sur notamment le système visuel, ces sujets de recherche autour du système visuel. Et il a évoqué lors de ce podcast notamment, selon lui, une conception de voir le cerveau qui pourrait arriver dans les prochaines années avec des neurones qui sont très peu actifs en fait, ou qui on parle souvent de cette notion de schéma neuronaux en fait, comme si par la répétition, l'apprentissage, on allait créer des schémas, des chemins qui allaient de plus en plus efficaces, rapides, parce qu'on a besoin d'être rapide et efficace pour survivre. Et du coup, des fois, il y avait des cellules qui étaient un petit peu en repos. Et ça m'a fait penser à ça quand on a parlé, notamment pour les psychédéliques, comme si c'était un moment où on pouvait avoir un embrasement de ces neurones-là qui sont un peu muettes, qui vont être activées lors de la substance. Et Simon Thorpe nous expliquait notamment aussi de l'impact de ces neurones-là sur la rapidité de reconnaissance des visages. Parce qu'en fait, on a compris qu'il y avait des courts-circuits dans le cerveau, notamment avec la vitesse, la temporalité des traitements. Donc je vous invite vraiment à aller écouter ce podcast-là qui est hyper passionnant. Et voilà. Paul, tu voulais dire quelque chose? Oui, en effet, pour rebondir sur ça, en effet, le cerveau sous psychédélique, il est pas vraiment capable de se débrouiller efficacement dans le monde qui l'entoure et de l'appréhender avec une décognition efficace et une compréhension fine parce qu'il va être trop envahi par ses perceptions. Et justement, là, je vais revenir encore sur le modèle du codage prédictif, il m'a beaucoup marqué celui-là. Et c'est justement lui qui va permettre de un peu juguler tout ça et de pouvoir construire un peu une réalité cohérente avec lesquelles on peut survivre et évoluer efficacement, quoi. Si je peux me permettre avec une dernière anecdote, c'est concernant l'expérience, la phénoménologie de la DMT, qui est un peu l'un des psychédéliques les plus puissants en termes d'effets visuels que ça peut produire. Et c'est assez bref comme effet. Mais les personnes vont avoir l'impression d'être plongées dans dans un autre monde. Et souvent, il y a des êtres qui peuvent leur apparaître devant eux avec des visages. Et bon, il y a différentes hypothèses, mais moi, l'hypothèse un peu neurobiologique, c'est que ça pourrait un peu stimuler justement les zones cérébrales de reconnaissance des visages, qui sont très utiles pour l'humain, et un peu dans ce brouillard
d'hallucinations, de bruits en fait psychédéliques, il peut y avoir un peu une reconnaissance et ben, en fait, de choses qu'on a l'habitude de voir, qui sont des visages. Et donc les gens voient apparaître des visages, et puis ces visages peuvent plus se matérialiser avec des êtres qui vont être appelés des entités, qui peuvent échanger avec les individus qui sont sous l'effet de ce produit. Et donc c'est assez intéressant d'étudier aussi les effets comme ça intenses. Ça peut permettre peut-être de comprendre un peu plus le cerveau. Parfait. Ben, du coup, merci à tous d'avoir écouté le podcast. Et n'hésitez pas à laisser 5 étoiles sur Spotify Podcast parce que c'est important pour le référencement. On y pense quand même. Si on veut avoir de plus en plus de communautés autour des neurosciences, il faut aussi que chacun y mette du sien. Donc bonne continuation. Merci beaucoup pour votre acceptation de l'invitation. Merci pour ton accueil. Merci à toi, c'était super intéressant. Et on